nous accueillons maintenant Gersende. Bonsoir Gersende. Je le prononce bien, Bonsoir Olivier. Gersende, Gersende, Gersande. Gers, Gersande. Gersende. Je ne savais pas trop comment. C'est la Comme première ça fois se que je prononce. m'adresse à une Gersende, donc pardonnez-moi. Ah, j'en doute pas. Bah, Et vous ne comme il n'y en devez a pas pas. beaucoup, beaucoup Voilà. reconnaîtront. Vous en connaissez d'autres, Gersende? Oui, elles sont toutes concentrées à Versailles. Ça en dit long, hein. Ah bon? Ah bah oui. Ah bah racontez-moi. Alors, c'est quoi l'histoire de ce prénom? Ah, c'est un nom à l'origine qui était allemand, Oui, avant le XVe siècle, et puis qui s'est répandu un peu plus en France. Bon, il y en a une quand même qui est très célèbre, qui s'appelle Gersande de Sabran, oui. qui est la fille du comte et de la comtesse de Paris. Très C'est célèbre, un ça peu dépend pour qui, hein. Mais Ah bon. oui, 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 je veux dire, célèbre pour un, pour un milieu peut-être un peu plus Ouais, restreint, ouais. mais bon, en tout cas connu dans notre univers. Et puis, justement, comme cette famille connaissait bien ma famille, voilà, ils ont eu l'idée Ouais. un peu commune finalement de m'appeler ainsi. Voilà. D'accord. Mais question, est-ce facile de porter un prénom comme celui-là, qui n'est Ah, oh, pas, bah, au qui n'est pas début, désagréable, hein, mais qui... Ah bah, au euh, début, j'en ai beaucoup voulu à mes parents, hein. ouais, Moi, je voulais être un peu comme tout le monde, je voulais pas oui, qu'on me remarque, je voulais appartenir à des groupes. Et en fait, mon prénom a été un peu l'histoire de ma vie, c'est que j'ai eu une vie complètement à la fois insolite et puis toujours un peu différente de oui. la majorité des gens. Alors, je sais pas si c'est mon prénom qui m'a amené à vivre une vie un peu différente de la majorité des gens, ou si c'est ma personnalité, je sais pas. En tout cas, c'est un prénom qui a été à la fois pesant et en même temps que j'ai apprivoisé avec le temps Oui, ben normal. et Voilà. qui m'a apporté beaucoup de bonnes choses quand même, hein, qui m'a apporté plus de bonnes choses, je pense, que de mauvaises choses quand même, Mhm. heureusement. Non, non, mais Mais m'a voilà, été difficile de le porter, oui, il, pendant il est, longtemps. il est, il est joli ce prénom, Mais j'aime beaucoup aujourd'hui. mais voilà, c'est ce que J'aime j'allais vous beaucoup. dire. Je pense que voilà, en mûrissant, vous avez apprécié d'avoir un prénom Eh ben, il y a plein assez unique. d'avantages, parce que la manière dont on prononce son prénom, dont on prononce votre prénom, vous apprenez énormément sur la personne. Vous savez d'où il vient, si vous le prononcez parfaitement. Ça peut susciter des questions, ça permet justement de rentrer en relation. Vous en avez d'autres qui vont pas le dire, qui savent pas, qui retiennent jamais. Donc vous savez que lui, il vous zappe Ouais, à ouais, vie. On apprend énormément. Rien qu'en prononçant votre prénom, vous savez qui est la personne, comment l'aborder et d'où elle vient. d'accord. Bon, et moi qui ai Voilà. prononcé Gersinde, donc ça veut dire quoi de moi? Ah ben on sait que vraiment c'est sorti de votre univers, hein, c'est une découverte. C'est vrai, c'est vrai. Et pardonnez-moi encore, je suis vraiment Non, mais désolé. au contraire, j'aime ça. Bon, Ça me permet de vous découvrir, puisque alors, en général, on me connaît pas mal au travers de mon prénom. très Oui, bien. alors donc, Donc, allons-y. qu'est-ce qui vous amène? Quel âge avez-vous, Gersande? Alors moi, j'ai 52 ans. D'accord. Ouais, Et de j'ai quoi voulez-vous me 52 ans. parler? Vous m'avez parlé d'une vie à part, Oui, d'une j'ai vie eu effectivement particulière? une vie à part, mais en même temps, je ne vais pas jouer les exclusives, mais il s'avère que par rapport au parcours de mon entourage, c'est vrai que là, pour le coup, mon prénom a un sens. Voilà, on n'oublie pas, souvent on dit on Est-ce à n'oublie dire, pas. là, pour voilà, faire tomber le brouillard, que vous venez d'un milieu... Ah bah, vous pouvez le dire, privilégié. J'ai été alors j'ai eu, jusqu'à mes 35 ans j'ai vraiment évolué, mais je ne le savais pas, hein, j'en avais pas du tout conscience et je comprends aujourd'hui, dans l'univers dans lequel on vit, quand on voit le décrochage entre, le là-haut, pour pas nommer de nom, hein, Oui, et le monde d'en bas. Aujourd'hui, je le comprends. En fait, jusqu'à mes 35 ans, j'ai eu cette chance ou cette malchance, parce qu'il y a aussi des revers de médaille dans tout. J'ai vraiment vécu dans un monde paradisiaque. Alors, je le dis qu'avec le recul, hein, parce qu'avant, c'était ma normalité. oui. Et jusqu'au jour où, à mes 35 ans, j'ai perdu mes parents et mon mari. Et je me suis retrouvée seule, toute seule face à mes deux enfants. Alors, c'est pas du tout le sujet du soir, mais Oui, oui. je me suis retrouvée toute seule en fait à gérer mes deux enfants, sans assurance vie, sans rien. Hein, vraiment, tu te débrouilles et tant pis pour toi. Et Et du coup, je me suis m- retrouvée d'un monde privilégié à seule face au monde réel, qui a été extrêmement violent pour moi, mais qui en même temps a été une sacrée aventure. La première rencontre avec moi-même, parce que je ne me connaissais pas, parce que je vivais oui, qu'au travers de mon milieu et de mes oui, parents et de mon mari. Et puis surtout, j'étais soit la fille d'eux, soit la femme d'eux. J'ai jamais été gerçante. oui.
Et puis c'est là où ma vie a basculé et m'a fait vivre pas mal de choses. Alors je le fais très très court. Quand ça m'arrive, je me dis ben quitte à avoir tout perdu, autant vivre autre chose. Je décide de partir au Canada pendant quelques années avec mes enfants. J'ai eu une aventure folle. Si on m'avait dit ce que j'allais vivre, j'aurais dit jamais je pars. Mais je l'ai fait. Je suis Oui. rentrée dans les années Pourquoi le 2014-2015. Canada? Pourquoi le Canada? Ah parce que alors je suis quelqu'un qui a pas mal voyagé à cause de mes parents. Oui. Et puis le Canada, à l'époque, dans les années 2007-2010, c'était très très prisé. On nous parlait de ce pays comme un Eldorado. Ah, je vais y arriver, aidez-moi. Un Eldorado. Un Je vais pas Eldorado? arriver. Merci. Comme quoi tout était possible, qu'on pouvait travailler, que c'était simple. Effectivement, c'est simple. Je le confirme. En tout cas, à l'époque, Oui. c'était simple. Oui. C'est un pays extrêmement accueillant, qui n'a aucun jugement sur personne, où tout est possible. On vous prend tel que vous êtes, avec tout ce que vous avez de bon. Et surtout, ce que j'aime, et c'est peut-être là où on va, en fait, ça va faire une super transition. Il y a une égalité entre les hommes et les femmes qui est extraordinaire. Je me suis jamais sentie rabaissée Oui. ou mise dans Oui. une case. Je rêve d'aller au Canada. Je n'y suis jamais Ah allé. bah rien que pour ça. Mon Ouais. frère y a été récemment, il a quelques toutes petites années en dessous de moi, donc genre 5 ans. Il y a été, mais juste passé 10 jours, mais rien qu'en 10 jours, il m'a dit c'est impressionnant comme on se sent Oui. considéré. C'est-à-dire Alors, qu'en fait, oui. on vous aime si vous avez vraiment des qualités, et en général on en a tous, même ceux qui ne le savent pas, je vous assure que vous êtes considérés, peu importe votre couleur, votre religion, et surtout votre religion, le côté politique, on s'en fout. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'on puisse travailler ensemble. Et en fait, toute la valeur du travail, à mon avis, est culturelle là-bas et change tout. Mhm. Parce que c'est soit vous travaillez, donc vous développez un réseau, donc vous vous entraidez et vous n'avez pas d'aide, ou soit vous êtes plein d'aide. Mais par contre, la valeur du travail, la valeur amicale, la valeur sociale, la valeur politique n'a plus de valeur, si vous voulez. Tout le monde se critique et tout le monde pense Oui. avoir raison. Oui. Et Vous voyez, alors, j'aime ça. il y a quelque chose, tous mes copains qui sont allés au Canada, alors ce n'est pas du tout pour ça que j'ai envie d'y aller, hein, mais m'ont dit, vous me parlez de l'égalité homme-femme, Ah oui. et m'ont tous dit, Olivier, tu verras, quand tu iras là-bas, c'est un truc de dingue, mais ce sont les femmes qui te draguent. Oui, alors oui, ça c'est un truc qui est assez dingue. Ouais, non mais vraiment. Et Oui, alors c'est ce que disent les hommes là-bas. Oui, ça c'est une perception d'homme, ce qui est vrai, alors, parce que là-bas, oui, en fait, peut-être c'est une c'est perception d'homme. égalitaire. Oui, C'est un regard d'homme. Moi, ce qui m'a beaucoup choquée là-bas en tant que femme, et je n'ai pas été la seule, hein, je ne connais aucune femme qui dirait l'inverse, oui, c'est qu'on se sent pas du tout dragué. Alors les hommes, c'est pour vous dire à quel point ici on se plaint, parce qu'on est constamment sollicité. ouais, Enfin, a ouais, priori, quand ouais, on a ouais, une bonne ouais, bouille. oui. Enfin, disons que pour celle qui va bien, on est quand même, moi j'ose le dire, c'est Sursollicité. très fatigant d'aller faire ses courses, juste 5 minutes, même aller chercher une baguette, c'est un peu chiant pour moi. Oui, Mais je pense que c'est le cas pour beaucoup de personnes, c'est pas que moi. C'est juste que l'idée de juste traverser la route, vous savez qu'il y a un connard qui va encore vous aborder pour un. Mais souvent très sympathiquement. Hein. Encore ce matin, j'ai déposé une enveloppe juste à la boîte aux lettres à 500 mètres de chez moi. C'est gentil comme tout, mais j'ai pas besoin de l'entendre. C'est son problème, c'est pas le mien. Et il me disait que j'étais ravissante et que j'avais des bottes magnifiques. C'est super cool. Ça pourrait me donner envie d'être de bonne humeur. Mais si j'ai acheté ces bottes, c'est parce que je les aime. oui. Et vous n'avez pas Voilà. besoin qu'on vous fasse de Et je commentaires n'ai dessus. pas besoin qu'on me fasse ce commentaire. Voilà, là-bas, vous ne serez jamais embêtés. Et alors, ce qui est très étonnant, c'est que les hommes ne savent pas draguer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une période de préliminaire ou de séduction. Ah oui. Oui, parce que la loi est très stricte là-bas, et c'est peut-être le sujet dont je voudrais parler. Là-bas, on vous drague pas. Draguer, c'est... Ou alors, on vous demande en fait Faut faire attention. l'autorisation. C'est-à-dire qu'on vous demande l'autorisation. Et souvent, c'est maladroit si on n'est pas très bien éduqué. C'est qu'on va te dire tout de suite, est-ce qu'on peut coucher ensemble? Est-ce qu'on peut faire l'amour ensemble? Ah oui, c'est assez Avant même direct. de... C'est assez direct, voilà. C'est-à-dire que vous pouvez boire un café, vous sentir bien, et puis au bout de 15 minutes, on va chez toi ou chez moi. Je dis, non, mais j'en suis pas encore là. Ah oui, oui, donc Mais c'est pas d'accord. moi qui le raconterai encore mieux. Je pense que Uh-huh. moi, j'étais pas dans cette... en tout cas, j'étais pas disposée à avoir des relations avec ces hommes là-bas, parce qu'ils ont vraiment une façon qui est vraiment à l'opposé de la France. C'est là où on se dit quand même qu'on a des hommes... On parle toujours de French touch, mais c'est un peu ça. C'est que le français... ou même la française, on a quand même la chance d'avoir cet art dans la séduction, même si on est toujours sollicité. Là-bas, on n'est jamais sollicité. Ah oui, Pourquoi? Parce que d'accord.
sinon on est considéré comme harcelé. Et là-bas, le harcèlement, c'est Ah oui, très, très, très ça ne important. rigole pas du tout là-bas. Oui, oui. C'est l'opposé de chez nous. Et c'est là où moi, j'étais justement, on va dire, je ne sais pas quel terme je pourrais employer On est dans dans mon des histoire, mais extrêmes. On est dans des on est dans extrêmes. les extrêmes. Et c'est pour ça que j'ai toujours dit, si vous confondez la culture canadienne, pas américaine, hein, canadienne, parce qu'il y a beaucoup plus soft, avec la culture française, on arriverait à une culture équilibrée. Vraiment. Parce que vraiment, c'est deux extrêmes pour tout. Pour tout. Et donc, pour parler de harcèlement, le fait de pouvoir vivre en liberté, à minuit, avec une jupe courte, peut-être même avec bon, c'est pas mon cas, mais avec des grands décolletés, vous ne serez jamais embêté. D'ailleurs, pendant très longtemps, ce pays a été vraiment désigné comme pays très sécuritaire. Vous pouvez laisser vos voitures ouvertes, la Oui, maison ouverte. Il y oui. aura toujours un voisin pour tout surveiller. Mais par contre, il y a l'envers du décor, c'est-à-dire que le policier, s'il est appelé par dénonciation, il arrive et il vous embarque. Oui, Vous d'accord. voyez, Oui. on est très surveillé. Alors, donc tout le monde finalement s'autorégule. C'est ce qui manque en France. Et en plus, en France, on n'est pas considéré. Alors là, j'en viens à mon cas et je pense que je représente pas mal de femmes. Pas toutes les femmes, mais beaucoup de femmes. C'est que en France, on ne considère pas la place de la femme, que ce soit au travail, dans la société, ou même au sein des familles. Et ensuite, il y a les histoires de différences sociales. C'est-à-dire que nous, on est éduqués, on est dans le respect et on n'a pas toujours conscience du monde sombre qui nous entoure, et notamment dans les périodes de crise, hein. Les crises économiques, les crises énergétiques, enfin, bon, qui sont souvent liées d'ailleurs les unes des autres, qui font qu'aujourd'hui on est beaucoup plus sollicité par les gens qui vont vous happer, parce que moi j'ai été happée, Oui, on enfin va moi en je parler considère avoir ensuite. été volée. Oui. On m'a volé ma vie pendant 2 ans. Et ma grande question, c'est de me dire où a été ma responsabilité là-dedans. Et j'ai fait beaucoup de recherches pour essayer de comprendre, pour pas me sentir ni coupable, ni honteuse de ce que j'ai vécu, et surtout de trouver un sens à ce qui m'est arrivé, et surtout que ça ne m'arrive jamais plus. Mais j'ai été volée, happée, kidnappée. Oui, nous allons en parler. Pour finir sur le Canada, il y a aussi une grande liberté. Les sectes là-bas sont beaucoup plus tolérées, me C'est quoi, semble-t-il, vous hein. dites, les Les sectes? sectes, oui. Je sais qu'il y a Oh, beaucoup de mouvements sectaires là-bas. Vous n'avez rien remarqué de ah, spécial? c'est anti-sectaire là-bas, hein. Moi, Ah, j'ai c'est vécu à côté. anti-sectaire? Ah Je bah oui, croyais moi, qu'il y avait une grande tolérance pour toute croyance au Canada. oui, oui, c'est ça que je veux dire, pardon. On s'est mal compris. On n'utilise pas les mêmes termes. On est bien d'accord que là-bas, moi je sais que je vivais dans le quartier juif, à cheval entre le quartier juif et français. Euh, je veux dire, tout se passait très très bien. Mais quand je parle de juifs, je parle de juifs au sens. Alors on dirait en France intégristes, mais ils sont juifs, on les reconnaît de par leurs habits. Ça fait partie de notre quotidien. Je sais que tous les vendredis, on les voyait, ils célébraient leur. Alors, je ne suis pas Oui, très oui. croyante, enfin, je ne connais pas trop leur histoire, mais on les voyait tous habillés avec le côté très cérémonial. Mais on vivait ça comme un Oui, le spectacle. Je Shabbat. veux dire, C'est le vendredi, c'est exactement, Shabbat. merci. Mhm. Comme je sais qu'ils ont plusieurs fêtes, je ne sais jamais lesquelles c'est, parce qu'ils ont tous des jours un peu différents. Mais pour nous, c'était plus une curiosité et même un apprentissage. Et on allait faire mes courses souvent, on allait faire les courses chez eux, tout comme peut-être pas eux chez nous, mais en tout cas, on vivait très très bien ensemble, mais vraiment très très bien. C'était très agréable de pouvoir apprendre, découvrir des religions différentes, une culture différente. Oui. C'est la beauté, hein, de ce Mhm. pays, hein, c'est de pouvoir rencontrer toutes sortes de religions, toutes sortes de traditions, et on vit ensemble. Ah, puis, Même si chacun va à ses écoles, même si chacun a ses quartiers, même si chacun a ses magasins, mais le vivre ensemble là-bas, il existe, hein. mhm. C'est impressionnant. Le chiffre de, je crois, pas plus de 10 meurtres par arme à feu euh, au Ah, c'est très Canada rare. traduisait la quiétude de ce pays. Alors, Ah oui. c'était il y a une dizaine d'années. Je ne sais pas si ça a beaucoup changé. Alors, c'est ma question. Je ne sais pas ce qui s'est passé en 10 ans, parce que quand je suis partie dans les années 2015, on commençait déjà à avoir les premiers vols, Oui, oui, oui. les premières petites attaques. Oui, On ces 10 commençait à se rendre dernières compte années, que ça a un peu changé. Ça a un peu changé. Ouais, ouais, Mais ouais. Moi, comme je le pense que monde, ça s'est un peu dégradé. comme le monde Oui, change, mais oui, sûrement oui. pas. En tout cas, je En pense que bien. alors, pas en bien, mais le Canada reste quand même une terre très très sûre. C'est pas en Encore. 10 ans que ça s'est délabré complètement du tout. Ouais, mais je Mais pense bon, qu'avec la crise, les crises successives oui. ont dû mettre mal un Puis peu il y a tout eu le toute monde. la Vous savez, période. les crises, c'est simple. À partir du moment où on n'a pas d'argent, Oui. on vole plus, on agresse plus. Ouais, c'est connu, hein. Il y a un effet normal, je dirais, voire mathématique. Mhm. Vous supprimez l'argent à quelqu'un ou à plusieurs personnes, et il faut bien que la survie prenne le dessus. Et forcément, on va utiliser les gens
qui vivent mieux et qui sont pas toujours conscients Oui. de là où ils viennent et qui vont forcément se faire happer. D'où Mhm. mon histoire. Alors, c'est votre histoire, car vous allez nous raconter votre histoire, celle Ouais, d'une jeune femme, hein, ouais. d'un milieu plutôt favorisé, qui... Alors favoriser jusqu'à mes 35 ans, j'insiste parce que je me retrouve quand même, il faut quand même le savoir, je me retrouve sans rien, Alors, avec 2 comment vous vous enfants à retrouvez sans charge. rien à 35 ans, en ayant eu des parents Alors qui avaient c'est de dingue parce l'argent que, et tout ça? eh ben ouais, mais en fait non. Bah, qu'est-ce qui s'est En fait à la passé? fin non. Ah ouais, c'est dingue, hein. Bah oui. Et ben j'ai comment dirais-je? Pour la faire très, très courte, bon alors déjà dans mon cas, j'ai un mari qui meurt en fait j'ai des parents et un mari qui meurt pas dans les bonnes circonstances, au bon endroit. Donc, il y en a un, l'assurance vie prend pas en charge parce que la petite clause dit que ça rentre pas en ligne de compte. L'autre, il décède à l'autre bout du monde, dans un pays invraisemblable où, en fait, c'est très difficile de pouvoir faire des enquêtes sur place. Et la troisième personne, qui était ma mère, qui est décédée un peu avant, dans d'autres circonstances qui ont fait que aucune clause n'a fonctionné. Donc, Ah vérifiez ouais, bien c'est vos fou ça. assurances. Ah oui, c'est fou. Et là-dessus, vous rajoutez des héritages. Bon, on était jeunes enfants, on avait 30, entre 25 et 35 Vous ans. étiez combien? Bon, on était quatre, donc je pense qu'il y a eu beaucoup de colère, beaucoup d'émotions. Bon, comme tous les héritages, Beaucoup je dirais que d'embrouilles? beaucoup d'embrouilles. À la fin, on finit par dépenser beaucoup d'argent avec des avocats et à la fin, il reste plus rien. Ouais, c'est À ça. la fin, il reste Sauf plus pour rien les avocats. parce que sauf pour les avocats, mais et l'immaturité plus toutes ces confusions successives qui sont arrivées, ces tragédies qu'il a fallu gérer, ont fait qu'en fait, on a voulu défendre les intérêts de mes parents parce qu'ils ont été percutés, mais ça a été des dépenses d'argent, de temps, qui ont finalement, à la fin, c'est arrivé par un non-lieu. Mon mari, bon bah, il y avait plus rien à faire, c'était niet, c'était niet. Et puis moi, je me suis pas défendue, j'ai rien. Je me suis dit bon, bah, il y a rien, il y a rien. Moi, le seul objectif que j'avais, c'était de me dire, il faut s'en sortir maintenant. Je vais quand Oui, même pas attendre 2, 3 ans la vie d'un juge pour savoir quelle sauce je vais te oui, manger. oui. Il y a des moments, il y a des priorités. Et c'est ce que j'avais dit à mes frères et sœurs. Je dis, il y a des priorités. Là, il s'agit pas de savoir si il est mort. Ils sont tous morts. Et on peut pas les faire revivre. Oui. Pourquoi partir dans un délire juridique où vous allez tous perdre de l'argent? Enfin, moi, ça a été ma réaction. Les gens ont dit que j'étais un peu dans le déni. Non, c'était pas du déni, c'était de me dire, on ne peut pas partir dans un délire où de toute façon, le résultat sera le même. Ils sont morts, ils sont morts. Mhm. Et avoir de l'argent de leur part, ça va faire quoi? S'acheter une maison? Non. Vous croyez que la justice va être de l'autre côté? Non. Et d'ailleurs, dans les 3 cas de figure, ça a été bien. Bon, moi, j'ai rien fait pour mon mari, mais pour mes parents, mes frères se sont lancés dans l'aventure et forcément ça a compliqué beaucoup de choses. Total des courses, 5 ans plus tard, voilà, le résultat était le même avec des cheveux blancs, limite des divorces et à la fin une frustration énorme. Et Alors, ça fait une famille qui après est dissolue. Enfin voilà. Donc voilà pour la partie présentation, on va dire. ouais, vous allez tomber dans les griffes d'un D'un gars, gars, d'un voilà, que homme, vous ouais, ouais, rencontrez d'un homme. où? Comment? Vous le rencontrez où et comment Alors, cet homme? j'habite à Paris à ce moment-là. J'habite à Paris. Je suis plutôt contente. Je suis plutôt assez heureuse parce que je trouve un boulot. J'avais quitté. Bon, je vais pas faire mon passif, mais disons que j'avais un super job. J'avais enfin mon appart. Mes 2 enfants étaient étudiants, donc j'étais plutôt sereine et plutôt fière de moi d'avoir trouvé le bon poste, le bon appartement, dans le bon lieu. Donc, Oui, j'étais super fière de moi. Et puis, bon, alors, faut savoir que moi, je travaillais beaucoup parce qu'il fallait absolument que j'assume mes 2 enfants. oui, Voilà, donc, oui. Maman voilà. solo. Ah ouais, 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 maman solo depuis 15 ans. Et c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis dit, bon, ce serait peut-être pas mal que je me trouve un homme. Maintenant que je suis plus sereine, que j'ai toutes mes expériences, que je comprends mieux le monde d'aujourd'hui dans lequel on vit, que je comprends d'où je viens et que je comprends que j'ai beaucoup de chance finalement, que mes parents m'avaient finalement bien éduquée, bien armée. Donc maintenant que j'arrivais enfin à une stabilité, une certaine sérénité, je me suis dit peut-être penser un petit peu à moi, me trouver un homme quand même, parce que mine de rien, à l'époque j'avais 48 ou 49 ans, Oui. et je me suis dit bon allez Gersande, on y va, trouve-toi un homme, un bien, Une un épaule. fort, une épaule, mais un vrai mec. En fait, j'avais surtout besoin d'un vrai mec parce que j'ai appris beaucoup en 15 ans. J'avais déjà beaucoup appris avec du temps de mes parents et de mon mari, mais j'avais vraiment besoin d'avoir un mec qui soit polyvalent, c'est-à-dire qu'il soit vraiment capable d'être aussi bien dans des beaux milieux que des milieux simples, parce que le Canada m'a fait aussi découvrir la simplicité des choses et d'aimer les gens comme ils sont.
Donc j'avais besoin d'un homme assez complet. Et figurez-vous que je finis par le trouver, mais de façon Où? complètement dingue. Où? Alors, je vous cache pas, je l'avais pas dit à mes enfants sous cet angle, parce que bon, là, j'étais un petit peu honteuse. Parce que, bon, je reste un peu honteuse de certaines choses, mais ce qui Ouh, était ça sent idiot le d'ailleurs. réseau social, ça. Voilà. Exactement. Et en plus, c'est marrant parce que j'étais pas très réseau. Et un jour, j'étais un petit peu en colère du 1er janvier 2021. Et le 1er janvier, je suis sur un réseau social et le gars prononce pas bien mon nom et je sais pas pourquoi, j'ai fini par répondre en disant, en insistant, en disant: «Je m'appelle pas comme ça, mais je m'appelle Gersande. Il faut peut-être temps que vous appreniez à écrire». Mais ça aurait pu tomber sur n'importe qui, je savais même pas qui c'était, je m'en foutais, c'est juste que j'étais énervée, il fallait que je me défoule. J'avais personne ce jour-là pour me défouler et voilà, et je me retrouve devant ce message et je lui fais cette remarque, ce en Ouais. quoi il me répond et puis de fil en aiguille, on échange et puis finalement on se marre et finalement je me retrouve au téléphone avec lui et on se voit, alors ça s'est espacé, mais disons que le 4 ou le 3 janvier, j'étais à Paris en train de déjeuner avec lui dans un magnifique restaurant. D'accord. Et Un gars quelle qui n'a strict impression vous fait-il, les premières impressions qu'il vous fait? mais je me marre. En fait, j'avais pas rigolé depuis longtemps. D'accord. J'avais pas ri depuis longtemps. J'étais très travailleuse donc et très dans ma mission de faire en sorte que mes enfants aillent bien, que tout soit stabilisé, qu'on gagne de l'argent, bref, faire en sorte que tout aille bien, quoi. Et alors, j'ai l'air comme ça de rire, d'être légère, mais c'est juste que c'est juste une joie de vivre que j'ai et que j'ai toujours eue. C'est juste que je vais le dire parce que je l'ai jamais dit, j'ai toujours eu l'angoisse de la fin du mois et les gens ne le savent pas, les gens ne l'imaginent pas parce que c'est pas quelque chose que j'ai envie de dire ni de révéler, peut-être parce que j'ai été éduquée comme ça. Je ne dirai jamais que j'ai été très angoissée toute ma vie à l'idée de savoir comment j'allais faire la fin du mois. J'ai toujours eu une visibilité assez court-termiste parce que j'ai jamais gagné beaucoup d'argent au point de pouvoir économiser énormément. Pourquoi? Parce que voilà, j'ai envie que, enfin, les enfants ça coûte cher, surtout quand ils font des grandes études, et que je peux pas mettre tant que ça d'argent de côté. Donc j'ai surtout beaucoup donné pour que mes enfants puissent être dans les meilleures écoles, être voilà, dans des bonnes conditions pour qu'ils puissent faire comme s'il y avait un papa. Alors c'est vrai que moi j'étais un peu comme ça et je suis toujours un peu comme s'il y avait un papa, on va faire les deux rôles. Voilà. Donc j'ai un peu mené ma vie comme ça. Et donc je rencontre cet homme-là et ce gars-là n'a rien à voir avec moi. Mais par contre, il est très américain dans le sens où, enfin à mes yeux, hein, Oui. à mes yeux. Pour moi, c'est l'anti-français avec tout le bon côté des Français, sachant très bien séduire, et en même temps en étant très américain, c'est-à-dire la même bagnole que mon associé quand je travaillais au Canada, donc une voiture américaine, la plus grosse, la plus effrayante Genre d'ailleurs, parce 4x4 que ou genre, alors, vous savez, ce sont oui, oui, je vois très Des bien. Dodge qui sont Avec les gros horribles, parce qu'ils pneus sont là et très agressifs. où on peut Ouais, charrier les planches derrière. Et ah ouais, l'ours. ouais, complètement. C'est exactement ça. C'est très agressif comme voiture, Ouais. mais c'est très masculin, très viril. Mmh. Donc, Vous cherchiez donc la virilité là, vous étiez plutôt, alors, à la recherche non, d'un en fait, bûcheron? eh ben tiens, c'est marrant, c'est son surnom aujourd'hui pour pas nommer son prénom. Bah, écoutez, voilà, vous voyez, j'ai un peu d'instinct. Ah bravo, bravo, c'est son surnom, parce qu'on ne veut pas nommer son nom à la maison. Donc, effectivement, je On me va l'appeler le retrouve bûcheron, donc. on va appeler le bûcheron, c'est bon, c'est parfait, ça me va très bien. Mmh. Donc je me retrouve. Alors c'est marrant parce que lui, il sent qui je suis. Alors c'est assez normal que. Enfin maintenant je le dis avec le recul. Alors je vais le dire avec le recul, mais avant de continuer mon histoire, je voudrais quand même dire aujourd'hui pour que les gens comprennent bien la gravité de mon histoire. Aujourd'hui, cet homme a été en garde à vue pendant 48 heures, a été perquisitionné parce qu'il avait beaucoup d'arbres à la maison. L'ironie du sort, parce que c'est aussi mon témoignage, c'est qu'aujourd'hui, donc tout le week-end, il a été en garde à vue, perquisition chez lui. Et ce lundi matin à 10 heures, j'ai eu les nouvelles du procureur pour savoir quelle décision il allait donner. Et la décision du procureur, ça a été de classer ma plainte pour viol et agression sans suite. Ah sympa, Voilà. sympa. Voilà, donc ça c'est la finalité de l'histoire, comme ça les gens comprennent quand même que j'en parle avec beaucoup de légèreté comme ça, mais vous me verrez jamais me positionner comme victime, je serai jamais en train de pleurer, voilà, je suis comme ça. Enfin, en tout cas, de votre point de vue, on parlera des violences physiques, psychologiques dans cette Surtout histoire, psychologique, mais ouais, ouais. il y a eu viol de votre point de vue. Ah mais pas que de mon point de vue. Alors je vais vous dire tout de suite, parce qu'on va parler tout de suite du sujet de la violence, du viol. C'est quelque chose que j'ai découvert, que je ne savais pas. Alors j'ai porté effectivement une fois plainte, parce que ce jour-là, c'était pour moi,
c'était tellement hors norme. Les Je me suis limites dit, avaient été protège-toi, dépassées. quoi. Je Oui. ne sais pas ce que c'est, mais protège-toi. Parce que qu'est-ce que ça va être la prochaine fois? Donc j'ai voulu au départ juste mettre une main courante en disant, écoutez, voilà ce qui m'est arrivé. Je ne sais pas si c'est bien, je ne sais pas si c'est mal, mais tout ce que je sais, c'est que je t'ai tellement souffert qu'il faut que j'en parle. Voilà. Et elle m'a D'accord. dit, mais ça s'appelle un viol. Ça, Ah c'est bon? la C'est sûr? policière qui vous a dit ça. Oui, c'est la policière. Et moi, j'ai dit, mais on peut pas se violer en couple. Mais Vous bien voyez? sûr que Et ça, si. c'est ce que je... Eh ben oui, mais je ne le savais pas. Donc, pendant 1 an et demi, je confirme, j'ai été Régulièrement violée. régulièrement, merci, régulièrement violée. Et alors qu'on sache que c'est qu'un viol, je vais le dire parce que pour que les gens comprennent, c'est quelqu'un qui vous réveille en pleine nuit, pas qui vous dit oh Gersande, s'il te plaît, tu pourrais te réveiller, voilà, j'ai besoin d'affection, j'ai besoin qu'on parle. Non, non, c'est quelqu'un qui met sa bouche sur votre sexe et qui va vous réveiller ainsi. Une fois que vous êtes réveillé, quand j'y réveillé, c'est-à-dire que vous comprenez qu'il se passe quelque chose, mais vous savez Oui. toujours pas, enfin, sans Oui. jouer les naïves, c'est-à-dire que vous comprenez qu'il se passe quelque chose, mais vous vous réveillez avec quelque chose qui vous dérange, quoi. Oui. Oui. Et qui aussitôt que vous êtes réveillé, vous pénètre. Et vous êtes encore endormi, hein, en sachant que moi, je travaillais beaucoup. Donc, vous comprenez que le gars, qui est censé être votre homme, vous a réveillé en pleine nuit, vous pénètre sans même vous avoir embrassé, vous avoir fait même une once de caresse, ou même juste averti. Euh, et voilà. Et vous êtes en train de vivre ça, et vous vous dites, ouais, ok, mais d'abord, moi, mon sommeil, c'est super important. J'ai besoin de mes 8 heures si je veux être au top la journée. Et je fais quoi avec ça, quoi? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que je dois accepter? Pas accepter? Est-ce que c'est normal? Et ça, je l'ai vécu plusieurs fois jusqu'au jour où j'avais mis très vite un holà en disant, alors c'est vrai que moi, mon sommeil, c'était super important. Donc très très vite, on s'est beaucoup disputé. Et lui, il disait, mais tu ne m'aimes pas, donc tu ne m'aimes pas. Mais je me dis, c'est pas que je t'aime pas, c'est juste que moi, je dors la nuit. Ah Moi, oui. je dors. Mhm. C'est pas comme si on faisait pas l'amour, on fait l'amour tous les soirs. C'est bon, on va pas encore remettre ça Tous la les nuit. soirs, bah dis donc. Oui. Ouais, c'était tous les soirs, c'est une obligation. Mhm. Pour lui, Oh, la c'était galère. nécessaire. Alors après, attention, je voudrais être juste dans mes propos. Euh, C'était quelqu'un qui était bon au lit, hein. Oui. Donc c'était pas Vous vous y preniez du et, plaisir. et la sexualité a toujours fait partie la sexualité pour moi est très importante dans le sens où c'est ce qui fonde le couple. Mhm. À partir C'est ce qui si votre solidifie sexualité, le couple. oui, c'est quelque chose qui rend sain le couple. C'est un partage d'amour, d'intimité. Vous pouvez enfin ouvrir votre cœur dans ces moments-là, vous dire des choses. C'est votre moment d'intimité. C'est quelque chose qui va solidifier, renforcer, vous donner la confiance, percevoir l'amour de l'autre. Enfin, c'est important, c'est ce qui fait qu'on est couple. Et dans notre cas, on a toujours eu alors, ça a été ma perception, mais ça a été ma perception dans le sens où mécaniquement, c'était quelqu'un de bien. Alors, je parle de mécanique parce que assez vite, je lui disais que c'est super. Oui, effectivement, mécaniquement, j'ai du plaisir. C'est facile, vous appuyez sur les bons boutons. Quelqu'un qui connaît bien une femme, ça marche. Le seul problème, c'est que ça suffit pas la technique, ça suffit pas la mécanique. Maintenant, après, il faut de l'amour, il faut Oui. un échange, Mhm. une complicité. Il faut quand même plus que ça. Enfin, pour Alors, celui qui a toujours vécu on une va belle revenir en sexualité, arrière, il doit... Gersande. Oui, allez-y. On sera amené à reparler justement de ce moment, en tout cas de ce moment qui est un moment d'amour, d'échange sexuel, débat sexuel consenti, et ce que vous venez de Oui. nous décrire. Mais revenons euh, au début de Alors, l'histoire. donc, au Vous début de l'histoire, marrez. oui, alors donc, effectivement, quand je le rencontre, je découvre, il se passe quelque chose dans mon corps. Il faut quand même, il faut le dire. Au moment du repas, d'abord, je rigole comme il y avait longtemps que j'avais pas ri. Vraiment, je vous le dis. Alors, quand on dit qu'un homme, quand il vous fait rire, c'est à moitié drôle. Eh ben, dans mon cas, pour la première fois en 49 ans, je reconnais que j'avais oublié ce que c'était que Oui. de rire de la part. Il était extrêmement drôle, Mhm. vraiment, mais pas drôle gras. Vraiment, il arrivait, moi, Gersande, à me faire rire. Peut-être que la femme d'à côté, il n'aurait pas réussi, mais moi, Il vous faisait marrer. il était décalé, tellement lui, quoi. Je veux dire, aucun complexe. Pourtant, il était arrivé, il m'avait prévenu, pas les cheveux coiffés, habillé en vrac. Quel âge? Quel âge? On avait 5 ans d'écart, donc D'accord. 53 ans. 53 ans. Et donc, Ouais. il venait de province, hein, je crois.
Ah oui, alors il vient d'un milieu qui est opposé au mien. Alors ça, c'est le côté. C'est pour ça que je parle d'américain plus que d'un. En France, on va dire qu'il est d'un certain milieu, c'est-à-dire un milieu plutôt ouvrier. Mhm. Moi, dans ma perception, de par mes voyages, je dirais tout simplement que c'était quelqu'un qui était un américain. C'est-à-dire que c'est un gars qui s'est fait tout seul, qui a monté ses boîtes, Un peu un qui a cow-boy. gagné. Un cow-boy, c'est très bien dit. Ouais, Mhm. un cow-boy. Ah ouais, un cow-boy, Un gars, ça lui va un bien. self-made man, habile de ses mains, en tout Ah cas, oui, euh, extraordinaire. Ah oui, oui. un gars qui, Le à meilleur homme que j'ai l'américaine, connu, hein. voilà, à Ah, je l'américaine, vous qui était dis, capable de bosser, de d'aller gagner des très grand ronds. bosseur. Ah ouais, très bon chef d'entreprise dans le sens où c'est quelqu'un qui sait convaincre pour gagner contrat. C'est quelqu'un qui est capable de vous faire croire n'importe quoi. Excellent. Baratineur. Baratineur, je n'ai pas osé le dire, mais oui, c'est quelqu'un qui a une force de persuasion extraordinaire. Mhm. Extraordinaire. Moi, il m'a fasciné, hein. Vous allez n'importe où, il l'obtient. Non, il faut le savoir. Vous allez Donc n'importe où, il l'obtient. un gars qui a un certain charisme, Ah euh, oui. Ah qui oui, oui, agit tout oui. de suite sur vous. Ah ben oui, ah mais j'ai vu mes lumières s'allumer et je savais pas qu'elles étaient éteintes. Disons qu'il y avait d'autres choses qui m'animaient, mais voilà, moi c'était plus de l'instinct de survie, c'est vraiment nourrir mes enfants, leur mettre un toit sur la tête et surtout subvenir leurs besoins. Ça a été ma priorité depuis 15 ans, donc savoir que j'allais m'amuser, non, j'étais pas une femme qui m'amusait. Je pouvais m'accorder des sorties, tout ça, c'était pas le problème, mais j'étais une bosseuse, quoi. Ma mission, c'était mes enfants, et ça a été aussi la seule raison de me lever tous les matins, si vous voulez. Bon, j'étais dans cette dimension. Jusqu'au jour où je rencontre cet homme qui m'allume des choses qui étaient complètement éteintes depuis des années et qui me fait sentir vivante, hein. Et moi, je retrouve une énergie de dingue. Alors déjà que j'étais très pleine d'énergie, mais là, je découvre le bonheur, en fait. Je découvre le rayonnement, je découvre la légèreté. Voilà, et c'est quelqu'un qui me faisait beaucoup rire, sauf qu'en fait, je suis complètement n'importe quoi. Enfin, c'est du délire chez moi. Ces gens-là, ces profils-là, ils sont. Alors, je ne vais pas nommer les profils parce que je fais partie du milieu RH, donc je vois très bien ce que c'est comme profil, mais je ne veux pas donner de nom parce qu'en fait, en France, on a donné des noms à ces gens-là qui les valorisent. Deux, je trouve que c'est les restreindre dans un schéma qui ne leur appartient pas Oui, parce puis que pour moi, comme nous sommes tous et toutes uniques, oui, oui, on sait que ce type de manipulateur, c'est des manipulateurs, ça je veux voilà, bien entendre, mais je ne veux manipulateur, pas entendre autre chose parce que pour moi, oui, vous ne derrière, voulez pas entendre pervers narcissique. ah non, 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 D'accord. non. Non, 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 pour moi, c'est à la fois réducteur, c'est en plus les valoriser. Non, 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 pour moi, c'est beaucoup plus complexe que ça, beaucoup plus profond que ça. À la base, je pense que ça part d'un dysfonctionnement de traumatisme bon, qui vient de l'enfance, tout le monde vous le dira, n'importe quel psy vous le dira, mais c'est surtout que c'est vraiment abyssal chez eux, c'est-à-dire qu'ils ont tellement pas d'estime d'eux, ils ont tellement pas conscience de leurs valeurs, et vraiment mon histoire le traduit bien, ils ont tellement pas conscience de leurs valeurs que ils vont en fait extrêmement jaloux, ils vont vous suivre partout, ils veulent savoir tout ce que vous faites, mais parce qu'ils ont peur de vous perdre, parce qu'ils savent, ils se sentent nuls. Donc, ils vont vraiment tout faire pour vous isoler, vous accaparer, vous prendre votre cerveau, votre vie, votre pensée, et vous utiliser. Mais ils ne savent pas, ils n'ont pas conscience. Je pense pas qu'ils. J'ose espérer qu'ils n'aient pas conscience dans le schéma dans lequel ils sont, mais ils souffrent, hein. Évidemment qu'ils nous font souffrir, mais ils souffrent d'abord. Je pense vraiment que ils sont tellement. Moi, je vais vous dire pourquoi je dis ça. Parce que au bout de 15 jours, alors pour faire une chronologie rapide, au bout de 3 semaines, il me demande en mariage. Alors, attendez, au bout de 3 semaines, pardon, il me demande, il fait un bilan pour pouvoir acheter un appartement avec moi à Au bout de Boulogne-Billancourt. 3 semaines. 3 semaines. Ah, mais je vous dis, on a vécu en 3 semaines ce que d'autres vivent en 2 ans. C'est un gars C'est là où il est très fort quand même, visiblement. Ah mais il est très puissant, mais comme tous ces gens-là, hein, c'est pas que le mien, hein, et je pense qu'ils sont tous dans ce schéma-là quand ils ont un peu d'intelligence, un peu de bagou, et qu'ils en ont chié toute leur vie Mais par contre, ce qui est dingue, c'est qu'ils comprennent pas leurs valeurs. Sinon, leur vie serait Beaucoup plus belle. belle, ouais, ouais. Mais oui, leur vie serait magnifique. Ils auraient réussi dans tout. Ce sont Il des serait gens qui n'ont heureux. jamais été mariés. Mais évidemment, ils auraient fait des choses fabuleuses. Mais Vous ce entendez sont par là des gens qu'il qui. était malheureux, au fond, Ah oui, 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 il est très malheureux. très malheureux.
À savoir que j'ai pas pu céder à toutes ses avances, à tous ses besoins, mais je le dis avec le recul, hein, parce que j'ai beaucoup lu, beaucoup je me Oui. suis beaucoup, Peur de beaucoup, l'abandon, peur de le l'abandon, peur de l'abandon et du rejet, mais jaloux? j'avais compris ça avant, mais c'est même pas de la jalousie, c'est de la paranoïa. Alors Oui, je vais vous dire, il m'en a fait virer de ma boîte, hein, à cause de ça, parce qu'il est rentré en plus c'est une boîte aéronautique, donc la sécurité hyper à fond, hein, avec que oui. des polytechniciens, des centraliens. On était en train d'étudier le futur, bon j'ai pas révélé le secret, mais voilà, ils sont en train de développer un truc, super géant. Donc voilà, hyper sécuritaire, mais le gars il arrive à rentrer! Il arrive à discuter avec, mes collègues, bon, jusqu'au jour, la finalité, on me convoque et on me dit: «Bon, ben, écoute, Gerson, on t'aime beaucoup, mais ça va pas le faire, quoi». Ah oui, Donc, d'accord. alors Donc je rentre pas dans les détails parce que ça va être il vous différent, fait mais il vous fait virer au bout de combien de temps? ah bah, au bout de 3 mois et demi exactement. Au moment où il est rentré dans ma vie et au moment où je suis virée de mon boulot. Mais alors, je voudrais quand même dire, parce que tout ça, je l'ai vraiment étudié, hein, et j'ai tellement étudié, je voulais vraiment, c'était presque obsessionnel chez moi parce que j'avais vraiment besoin de Pourquoi? Pas comprendre. parce que vous vouliez sauver ce couple? Pas du tout. Non, non, je voulais pas sauver ce couple. C'est une fois que j'ai compris que vraiment là, c'était pas normal ce que je vivais. Donc j'ai pris conscience qu'il y avait un truc qu'il fallait que ça cesse. Que j'ai voulu vraiment faire des recherches et au moment où j'ai commencé à comprendre ce qui se passait, j'ai été voir tous ces profils jusqu'au jour où je commence à comprendre un peu. Voilà. Et je comprends en fait qu'effectivement il y a une grande carence affective, un besoin abyssal de vouloir remplir ce vide, d'amour, enfin en tout cas qu'on s'occupe de lui en fait. Il Mmh. faut qu'on soit complètement à sa merci, s'occuper de lui, Mais ça n'est jamais penser à lui. assez, ça ne sera jamais assez. Jamais, jamais. C'est comme Alors, si vous mettiez tout dans un puits sans fond. je vois que vous êtes allé travailler avec lui, c'est ça? Ah, je vous entends. Avec les. Vous êtes allé travailler avec lui, pour lui, sans contrat, c'est ça? Alors, quand je me fais virer, alors faut savoir, je voudrais avant de dire, de raconter la suite, ce sont des gens qui sont très calculateurs. C'est-à-dire qu'ils ont prévu tout ça à l'avance. Oui. Moi, j'ai mis des mois avant de comprendre ça, hein. Ce sont des gens qui ont créé un scénario pour leur vie, pas pour la vôtre, hein, leur vie, et ils ont créé un schéma, un scénario, ils ont créé leur scénario. J'ai dû compliquer vachement sa vie, hein, mais il a quand même bénéficié d'un beau scénario quand même. Mais c'est un scénario qui était déjà anticipé, écrit. Mais sauf que vous n'êtes pas armé contre ça quand vous n'êtes pas habitué à vivre avec ce genre de Mmh. population. Complètement, oui. Donc, Un et puis vous y scénario où il croyez. avait décidé de vous emprisonner totalement, de vous Ah, mais encercler, de complètement. vous Ah, mais que là, vous lui apparteniez. ah oui, complètement. Mais c'était complètement dingue. Et moi, et pourtant, j'avais tout. Alors, je voudrais quand même le dire aussi, une deuxième chose qui est très importante que les femmes doivent savoir, c'est que notre corps nous alarme. C'est-à-dire que tous les jours, votre corps vous alarme en disant il y a quelque chose qui va pas, Gersande. Là, ça va pas du tout, ça va pas du tout, du tout, du tout. Comment? Mais la tête, Comment votre corps vous alarme-t-il? et vous avez des signaux, vous avez votre corps qui réagit, vous avez des stress, vous avez même votre petite voix intérieure. C'est plutôt votre petite voix intérieure qui vous D'accord. parle. Par Mmh. exemple, dans mon appartement, il venait tous les soirs alors qu'il n'était pas invité jusqu'au jour où je lui dis: «Je peux pas te savoir chez moi avec mes enfants, ils sont là pendant 15 jours en vacances, je vais être tranquille», mais il m'en a voulu à mort, alors que ça faisait que 15 jours qu'on était ensemble. C'est quel je sentais, alors c'était pas le meilleur exemple. Ce que je veux juste dire, c'est que votre petite voix intérieure qui vous dit: «Gersande, c'est pas bien, il faut que tu t'en sépares». Je m'en suis Oui, séparée pendant, 3 mois, quasiment tous les 15 jours, mais avec des lettres. Le mec, il était au pied de l'appartement, mais s'il avait pu, alerter tout le monde, il oui. l'aurait fait. On peut pas quitter ces gens-là. Votre petite voix intérieure vous disait-elle: «Fais attention». Ah ben oui, 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 oui. Oui. Ah oui, oui, ma petite voix intérieure, elle me disait: «Gersande, s'il te plaît, arrête, arrête, va-t'en». Donc j'avais la force parfois de partir, mais il avait un don. Alors, qu'est-ce qui a fait que je suis restée, que je suis revenue? Ce sont des gens qui font des choses. Alors moi, je l'ai appelé longtemps Hercule. C'est quelqu'un qui a une puissance de feu pour vous convaincre avec une action. Mais quand je dis puissance de feu, je vais vous donner des exemples. Oui. J'avais acheté une maison qui fait 200 mètres carrés, que j'ai toujours d'ailleurs. J'avais fait venir pas mal d'entrepreneurs pour qu'ils puissent abattre un mur porteur. Et en fait, ça coûte une fortune, surtout si vous voulez mettre une grande barre de fer plutôt que de faire un petit truc sympa. Oui. Bon, évidemment, je voulais mettre une barre de fer, je voulais vraiment que ce mur soit disparaisse. Et ben lui, alors que j'avais mis 6 mois pour comprendre qu'enceinte, je n'arriverais jamais à avoir cette grande salle, je serais obligée de me taper ces deux murs, ce mur-là qui divisait la pièce en deux. Ben, c'est quelqu'un qui vient chez vous et qui me dit: «C'est ça que tu veux?» Il va prendre une pioche, il va regarder, il va analyser, il va dire: «C'est possible. Je peux abattre ton mur». Il m'a détruit mon mur. Un mur, alors j'explique, la pièce, elle fait 40 mètres carrés, hein.
Oui. réunis. Vous enlevez le mur, ça fait 40 mètres carrés. Donc j'avais 2 pièces de 20 mètres carrés. Il m'enlève le mur, on a fait ça. Alors moi, comme je suis une travailleuse, tout comme lui, on avait une belle énergie tous les deux. On abat le mur à nous deux en une journée. Et il vous a fait le truc. Et il m'a fait le truc. Alors comme il est entrepreneur dans une boîte qui lui a permis aussi d'avoir les bons outils au bon endroit, au bon moment, il m'a mis ma barre de fer. Alors je sais plus comment ça s'appelle, c'est un nom. Un Qui coûte une longeron, fortune. Non, c'est pas comme ça. C'est pas grave. un Une grande IPM. barre de fer. Voilà, merci, c'est ça. Donc il Vous, m'a mis ce vous truc. me demandez, hein, je vous réponds. Oui, oui. Donc il me l'a mise. En une semaine, ma pièce était pas Nickel. nickel encore, parce que là, elle était juste. On avait enlevé le plafond, on avait enlevé toutes les merdouilles sur les murs, le mur était enlevé, Bon, la barre ok, de fer était ok, il était, nickel. voilà. Et donc, du coup, Hercule. Pourquoi Hercule? Hercule, parce que c'est qui a cette force d'abattre un mur qui est épais, qui faisait à peu près 50 centimètres Oui, d'épaisseur. mais c'est pas pour Qui ça que peut vous. faire Oui, Florian me dit un portugais, mais non. ça, Hercule, un bûcheron? un bûcheron. Mais ça n'est pas pour ça que vous le repreniez, pas parce qu'il est capable d'abattre des Non, murs, non, quand non, même. c'est parce que en fait, non, 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 il n'a pas fait ça parce que je l'avais quitté et que je suis revenue. Hein. Je vous donne un exemple qui était dans mon histoire. Oui, C'était quelqu'un qui était capable de grandes choses. C'était quelqu'un oui, et le côté qui avait américain dont vous parliez le tout à côté l'heure. américain, il n'y a pas de problème, il n'y a Tout est pas d'obstacle, possible. il n'y a que des solutions. Oui. Exactement. Mhm. Je peux vous donner plein d'exemples. J'avais mon toit qui s'était un peu dégradé. Bon, bah, le gars, il arrive, il vous monte une échelle de bambou sous vos yeux, parce que je n'avais pas l'échelle adéquate pour le toit. Il vous l'a fait. Il a 2, 3 outils, 2, 3 bouts de bois, hop, 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 il vous le monte. Mais c'est même pas un problème. Je vous donne un autre exemple. Au bout de 15 jours, on est ensemble, il découvre que mon embrayage fonctionne plus. Ce qui était vrai, je devais mettre ma voiture. Oui, il est euh, mécanicien aussi, donc. ah, il sait tout faire, ce gars-là. À l'américaine, je vous dis ça, tout, ils sont complètement autonomes. Donc, dans son atelier, il avait tout pour pouvoir. Il adore la mécanique. Mhm. Donc, me voilà avec ma voiture perchée sur son truc, et le gars, il me refait mon embrayage. Mais je veux dire, c'est complètement dingue. Mais moi, je suis. Alors, je vous le dis, ça peut paraître dingue ce que je vais dire, mais là, je suis en sidération. Oui, oui, C'est-à-dire mais que je vois je ce que ne. vous voulez dire. Vous voyez, moi, je suis pas capable de comprendre ce qui se passe. Le gars, il a pris ma voiture. J'ai même pas eu le temps de dire, bon, je paye quand même, je tiens quand même à le dire que tout ce qui faisait partie des travaux, tous les travaux qui ont été faits ont été payés par moi. Hein. Ça, par contre, pour faire. Alors, c'est intéressant ce que je vous dis parce que ça va faire suite de mon histoire. C'est en fait, alors, c'est pas méchant ce que je dis, j'essaie d'être la plus juste, mais la partie violence économique passe par vous faire dépenser un maximum d'argent pour que vous n'ayez plus d'argent de côté. Ah oui, Très d'accord. important. Mhm. Parce que moi, au début, quand je le connais, il va me faire une opération des yeux. Alors, sachez que pour ceux qui ont des lunettes, qui en ont marre de ne pas voir ce qui se passe sur leur iPhone, allez vous faire opérer pour 4 000 euros, vous voyez comme une gamine de 10 ans. Incroyable, je Ce que sais. j'ai fait. Mhm. Ce que j'ai fait. Mais moi, j'avais pas à dépenser 4 000 euros. J'avais besoin d'argent. J'ai des enfants qui me coûtent de l'argent. Ils ont 20 ans. C'est des études qui coûtent très très cher à cet âge-là. J'ai pas 4 000 euros. Mais je le fais. Je le fais parce qu'effectivement, je suis en souffrance par rapport à mes yeux. Et au fond, quelque part, il me convainc tellement que ça va changer ma vie. J'y Ouais, vais. ouais. Et Mais il au a fond de moi, raison. ma petite. Et il a raison. Oui, il a raison, je comprends. Mais n'empêche que Mais vous n'avez pas prioritairement, les moyens. Il a je ne raison, dois mais vous pas n'avez mettre. pas les moyens. Voilà. Oui, parce que même si je travaille, j'ai des priorités et c'est pas que c'est mes enfants, mais ils arrivent à un âge où ils coûtent de l'argent. Et ma priorité, c'est pas mes yeux. Ça peut attendre encore 2 ans, 2, 3 ans. C'était mes enfants. Et ma petite voix me l'avait dit. Gersande, c'est bien, mais tu peux attendre. Tu as vécu jusque-là avec tes lunettes. Tu peux peut-être attendre encore 1 an ou 2. Mhm. C'est pas urgentissime, c'est pas Mhm. vital. T'es pas en danger de mort. Donc Voilà. du coup, Donc, il vous fait dépenser de l'argent beaucoup jusqu'au moment d'argent. où Ouais. vous n'en avez plus. Alors, en fait, tout est en parallèle. Donc, je me retrouve avec 4 000 euros, plus les 5 000 euros entre l'histoire du mur. Il m'avait fait aussi une partie d'électricité. Donc, j'arrive en fait à 10 000 euros. Là, on n'est même pas au bout de 3 mois. Hein. Ouais, d'accord. Vous voyez. Donc, au bout de 3 mois, je me fais virer. 3 mois et demi, je me fais virer. Et je touche toujours pas le chômage parce que j'ai pris un boulot qui a moins de 6 mois. D'accord. Donc, je me retrouve sans chômage, avec 10 000 euros moins de capital que j'avais mis Oui, de côté, oui, une charge, une maison qui coûte une fortune et un appartement à payer, plus 2 enfants à charge. Vous oui. voyez. Donc, Mhm. je me retrouve comme une abrutie à me dire, bon, je retourne dans ma maison, je laisse mes enfants dans l'appart en attendant de réfléchir, je fais quoi? Et lui, il me propose de bosser emploi fictif, hein, je n'ai rien besoin de faire. Il m'a dit, ça vaut, si tu veux, je te rajoute 2, 3 mois manquants pour ton chômage, sauf que moi, je gagne bien ma vie, et lui, il ne peut pas me gagner aussi bien. En plus, je Oui. gagne plus que lui. Mhm. Donc, il va me payer, allez, je vous le dis, 2 000 euros.
Mais à la finalité, je touche le chômage, mais à la fin, finalement, je me retrouve avec un pauvre chômage à la con qui fait qu'à un moment donné, j'arrive en septembre et je me dis, bon sang, payer toujours l'appartement, plus gérer la maison, plus les 2 enfants, je vais pas m'en sortir. Il faut absolument que je puisse, Lâcher l'appartement. trouver vite un travail. Ben et lâcher l'appartement. Sauf que je résiste, hein, je suis une grande résistante, hein. Donc, comme je suis pleine de culpabilité à l'idée quand même qui m'a gracieusement offert 3 mois de travail pour pouvoir avoir le congé, pour avoir le Le chômage, chômage. je finis par, de mes compétences, accepter de faire des choses. Donc, à savoir, je lui fais faire. Alors, moi, j'ai des compétences en RH, hein, c'est-à-dire en management de transition, en sachant que je ne savais pas, mais sa boîte allait très mal. Crise sociale, crise budgétaire. Bref, en gros, pour la faire courte, pour avoir évidemment fait un audit chez lui et puis avoir travaillé finalement assez longtemps, c'est une boîte qui était dans les années 80 et qu'il fallait vraiment remettre vite à niveau à tous les niveaux. Oui, et C'était. comme tous les gars du bâtiment, comme les artisans ou comme les petites boîtes, peuvent souffrir aujourd'hui et devoir payer Ah des oui, charges. Et ah aujourd'hui, oui, c'est pas tous les jours dimanche pour ces boîtes-là. On va marquer une pause et laisser passer oui, l'info, et puis on se oui. retrouve tout de suite après, Gersande. Ah, vous pouvez composer le 01 80 20 39 21 ou nous écrire au 7 39 21, suivi du mot nuit écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace. J'en profite pour saluer Kat, pour saluer Yvette, pour saluer Olivier de Nice, pour saluer Sarah, Florence, Isabelle, Eric, Claude, David qui nous envoie leur SMS ce soir et qui bien évidemment compatissent avec Gabin et Laurent, nos premiers témoins de ce soir, mais aussi avec Gersande. Gersande, le bûcheron Hercule, on a bien compris, tisse sa toile. Il tisse sa toile, il vous assèche financièrement, tout en vous montrant ses qualités multiples et diverses qui le rendent petit à petit et progressivement sans doute indispensable. Il a ce côté cow-boy, self-made man américain qui, on l'a entendu aussi, vous séduit. Vous commencez donc à travailler pour lui. Puisque vous n'avez plus d'argent, petit à petit, vous tombez, vous tombez dans son piège. Alors je tombe dans ce piège parce qu'au final, je finis par me rendre compte. Enfin, je l'aide évidemment dans sa boîte au départ mais à distance, c'est-à-dire que bon, il faut que je rentre vite dans le sujet parce qu'il faut quand même montrer sa perversité, mais vous l'avez bien démontré en disant qu'effectivement, il tisse sa toile. Donc, économiquement, je commence à être un petit peu asséchée. En plus, je touche un chômage qui est dérisoire, qui comble pas du tout toutes mes charges, hein. Permettez-moi de vous interrompre, mais même si vous ne voulez pas entendre pervers narcissique et tout ça, Non. ce que vous me racontez ce soir est un grand classique, hein, Gersande. Alors, ce qui est incroyable dans mon histoire, c'est que, et c'est pour ça aussi que je veux en parler, parce que ça n'arrive pas que aux femmes fragiles. Et d'ailleurs, je ne pense pas qu'ils viennent s'attacher à une femme fragile. Ils veulent pas, en fait, de femmes fragiles, moches, grosses, bêtes. Ils veulent une Ils femme, au peuvent par contraire. moment, non, ils peuvent par moment aussi choisir des personnes en souffrance. Je pense que, Je ne sais pas, je je crois pense que, pas. encore une fois, je vous ai dit, nous sommes toutes et tous uniques, et je pense que les cibles, les proies, Ces gens-là, les c'est pour ça que je ne veux victimes, pas les mettre dans ces cases-là. Je crois pas. mais, Je crois sincèrement qu'ils mais s'attaquent à pourtant, des femmes qui vont les valoriser, au contraire, mais qui si, vont ils leur peuvent. apporter Bien énormément. évidemment, ils peuvent aussi. Mais encore une fois, je vous dis, c'est un grand classique. Je veux dire, les méthodes que cet homme emploie, je les ai entendues depuis 4 ans sur cette libre antenne. Si Ouais, je ne ouais. les ai pas entendues des dizaines de fois. Euh, Bien évidemment, ces hommes aussi ont une tendance à magnifier l'amoureuse, à la mettre en valeur. Il n'y a pas d'égal à Au cette début, au amoureuse au début. début, oui. Au début. Et puis, une fois rentré entre huis clos, quand Ah, vous c'est prenez fini. pas quand vous prenez pas une bonne baffe dans la gueule, Ah oui. vous avez un Ouais, gros ouais. cul, vous vous habillez comme un sac, Alors, et puis la mmh, nuit, il vous saute dessus quand vous êtes endormi. Donc ouais. voilà, Alors, sauf que moi, j'avais quand même quelqu'un qui était plus astucieux que plus ça. subtil. Et oui, beaucoup plus subtil. Moi, j'avais pas. Nous, on s'est jamais insulté, hein. C'est arrivé très rarement, hein. Il y a eu, d'ailleurs, j'ai revu tous mes mails et tous mes SMS. Il faut savoir d'ailleurs qu'au passage, c'était quelqu'un qui pouvait vous appeler constamment. Vous êtes à sa disposition à 100% de son temps, Ouais, pour ouais. lui, Mhm. essentiellement pour lui. Et je ne sais pas pourquoi, moi, j'ai répondu à chaque fois. Je n'ai jamais compris pourquoi j'ai répondu à tout. Mais parce que vous À tout. flippiez, je pense.
Non, je n'ai pas eu la sensation de flipper, Ah mais bon? tout ce que je savais, non, je n'ai pas compris ça. Alors, si, je l'ai compris récemment, ça s'appelle l'emprise. Mmh. C'est qu'à un moment donné, vous n'êtes plus dans votre corps, vous n'êtes plus là d'ailleurs, vous n'êtes plus là. Vos pensées sont complètement, c'est pas le mot éteint, paralysées. C'est-à-dire que vous n'êtes plus en capacité de réfléchir parce que le matin, il vous aime, mais le soir, il vous vire. À 10 heures, il vous dit que vous êtes génial, et à 11h30, vous êtes une incompétente. À midi, vous êtes formidable. À 14 heures, le ménage n'a pas été fait. Mmh. Donc, euh, vous avez ce qu'on appelle une injonction paradoxale, c'est-à-dire que votre cerveau, il n'est plus en mesure de réfléchir. Donc, vous n'êtes plus là. C'est-à-dire, d'un point de vue cérébral, vous êtes décérébré. Mmh. Il y a Vous êtes- visiblement une BD, qui retrace très bien ce dont vous parlez, Jacinthe. Tant pis pour l'amour, de Sophie Lambda, aux éditions Une Case. Donc, vous qui nous écoutez, si vous Ah voulez oui, aussi en je savoir notais plus, ça. ouais, il y a l'une Tant de pis nos pour l'amour. auditrices ou un Ok. auditeur, Tant pis pour l'amour, de Sophie Lambda, aux éditions Une Case, qui retrace visiblement quelle peut être l'emprise de ce type Mais c'est important de le comprendre parce que tout est basé sur l'emprise. Mhm. Sauf que vous n'êtes pas conscient que vous êtes sous l'emprise. Moi, j'étais pas consciente. Et J'étais assez endormante. personne autour de vous ne vous le faisait remarquer. Mais non, puisque figurez-vous que j'étais seule, moi, au monde. Alors, du coup, je quitte Vos mon enfants, appartement. Alors, vos enfants, mes enfants, ils étaient en pension toute la semaine d'accord. et ils revenaient que le week-end. Alors, je quitte mon appartement. Donc, finalement, je finis par travailler, on va dire, gracieusement dans sa boîte, physiquement, parce qu'il y a tellement de problèmes, tellement de choses à Que faire, vous vous que déplacez. que je me déplace et que de fil en aiguille, finalement, je me retrouve avec des gens qui voient une nouvelle tête, en plus qui est charmante, qui est rigolote et qui manifestement va les aider. Donc je Mhm. me retrouve un peu comme le Père Noël, un peu la sauveuse qui va faire quelque chose de mieux que ce qu'on vit, parce qu'en fait Donc tout le monde est en souffrance. la Hein. semaine, comme ça n'est pas trop loin de Paris, c'est du côté de la Sologne, je crois. Vous faites les allers-retours. La semaine, vous Alors, êtes là-bas. je suis la semaine là-bas. Alors, je ne me souviens plus si j'étais la semaine là-bas, si je dormais là-bas, parce que j'aimais pas beaucoup être là-bas. Vraiment, je détestais ce milieu-là. Hein. C'était vraiment un milieu pour moi qui était l'enfer. Enfin, c'est pas le mot l'enfer. J'avais l'impression de rentrer dans un film d'horreur. C'est-à-dire que un monde très très glauque. Tout était moche, disons-le. Hein. Difficile. Moi, non, pas difficile. Alors oui, difficile dans le sens où c'est la première fois de ma vie. Alors j'ose le dire, mais je l'assume. C'est la première fois de ma vie que je me retrouve dans un monde de dureté comme rarement j'ai Oui, vu dans. Enfin non, j'ai jamais c'est vu pour en ça que fait. Je vous parle de difficile. Je pense que vous tombez dans un Alors, monde où les gens je vais ont une faire vie un petit difficile. parallèle. Je vais vous faire un petit parallèle. Vous savez, quand Macron, la première fois qu'il était venu président et qu'il a fait une remarque comme quoi ils sont tous des illettrés, je pense que il a vécu la. J'ai compris ce jour-là qui était Macron, dans le sens d'un point de vue psychologique. J'ai juste dit, en fait, ce gars-là, il a toujours vécu comme moi dans un monde qui était surfait, Oui, ou oui. on peut appeler ça comme on veut, peu importe le mot que vous y mettrez, mais dans un monde où finalement c'était Il a vécu plutôt dans son propre. monde. Il a Il a vécu vécu dans dans son son monde comme monde. je l'ai vécu. Voilà. Et un jour, on lui fait visiter une usine pour la première fois de sa vie, j'imagine, tout comme moi. Et il découvre la vraie vie de beaucoup de gens. Et il découvre En la plus, vie de des gens. gens qui gagnent 1300 balles par mois et Ah oui, alors ça c'est qui ne dingue. bouclent pas les fins de mois Alors, qui exactement. travaillent et qui en Mais je vais vous chient dire. tout le temps. Alors je vais vous dire ce que je pense maintenant, parce que en plus j'ai du recul. C'est incroyable parce qu'en France, vous voyez, ça, on l'a pas au Canada. Au Canada, la valorisation du travail passe par les gens que nous, on nomme d'en bas, mais qui, eux, là-bas, gagnent un fric immense parce que ce sont justement des gens, sans eux, les usines, les entreprises ne tourneraient pas. Ouais. Les produits ne seraient pas à l'heure, les clients ne seraient pas, comment on appelle ça, livrés. Non, je veux dire, Mais ce sont des gens. pourquoi? Parce que la différence entre le Canada et la France, c'est que beaucoup d'entreprises ont compris qu'il fallait faire. Il y a un côté participatif et que tout le monde gagne de l'argent quand l'entreprise gagne de Ah l'argent. oui, ah Voilà. oui, À ah oui, la oui, oui. différence de la France, où c'est le patron qui se fout tout dans la fouille et Ah, mais que complet. un mec qui bosse moins qu'un autre va gagner exactement la même chose, alors que un bon à C'est eux qui rien bossent, hein. et un mec qui bosse comme un furieux va gagner exactement la même chose que le bon à rien. Exactement. Et bien, vous voulez que je vous dise, je peux vous dire que j'ai beaucoup appris. Alors, je voudrais quand même dire quelque chose de positif dans mon histoire, même si je ne l'ai pas terminée, parce qu'elle est quand même pleine de perversité et je ne sais même pas comment j'ai fait pour résister à tout ça. C'est que vraiment, j'ai découvert un monde où je me suis dit, bon sang, mais comment fait-on pour massacrer toute une population Oui, qui est si fidèle, qui se battent pour leurs enfants, tout comme moi, je me qui est bats pour mes courageuse. enfants.
Ah, mais hyper courageuse et maltraitée, mais d'une maltraitance. Mais bon, quand j'ai voyé ça, la première chose que mes enfants et moi-même avons dit à ce patron, c'est: tu peux pas parler à ces gens-là comme ça. Et lui, il me répondait toujours: si tu leur parles pas comme ça, ils comprennent rien. Je dis: non, non, tu vas voir, avec moi, ça va bien se passer. Ils vont apprendre différemment. D'abord, il faut tout revoir à zéro, c'est-à-dire qu'il faut leur apprendre un minimum d'hygiène. Mais et quand je dis ça, c'est pas du tout condescendant. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on leur donne pas les bons outils. On leur donne. D'ailleurs, moi, je les ai reçus un par un dans mon bureau. Chaque personne me se plaignait de dire qu'ils n'étaient pas dans des bonnes conditions hygiéniques, ni de sécurité, ni rien. J'étais complètement d'accord avec eux. Alors c'est terrible parce que du coup, ça a fendu un peu notre relation. Oui. Non pas Bah, que j'étais avec les couples eux. qui travaillent ensemble, on sait ce que ça donne, hein, normalement. Bah, j'ai découvert, hein. Mais du coup, alors justement, ça tombe bien qu'on parle de ça parce que moi, du coup, même si j'étais perçue comme quelqu'un qui était là pour le changement, mais aussi dans une certaine discipline qu'il n'avait pas, puisque bon, il faut reconnaître que la discipline laissait à désirer là-bas, et puis qu'il fallait, quand on veut revoir tout et qu'on veut absolument regagner de l'argent, il faut remettre un petit peu tout le monde dans une culture qui soit la plus adéquate pour qu'on puisse travailler dans les bonnes conditions et faire en sorte que les clients à la fin soient satisfaits. Et donc, mon rôle, c'était de leur apprendre finalement à ce qu'on puisse être plus solidaire et être en cohésion, plutôt que chacun dans son coin. Et voilà. Mais ça passait aussi par le dirigeant. Donc, j'ai fait beaucoup de travail sur le dirigeant, dans le sens où il a fallu que je lui apprenne à mieux communiquer, à mieux se comporter, à mettre en place des outils qui nous permettaient d'être beaucoup plus productifs, à mettre un peu plus de cohérence dans les échanges, à faire remonter l'information pour mieux comprendre ce qu'il n'y avait pas, pour la faire ensuite redescendre. Enfin, il y avait plein de choses qu'il fallait mettre en place que j'ai mises en place. Donc là, je la fais très très courte. À un moment donné, je suis tellement impliquée, les gens sont tellement avec moi, que finalement, ils me nomment DG sans même que je le veuille, parce que moi, j'ai qu'une envie, c'est de me barrer de cette histoire. Donc moi, je veux bien aider mon homme, parce que ça reste mon homme et que je veux qu'il gagne, parce que je suis conçue comme ça et que je suis paramétrée comme ça. Mais je ne suis pas là pour rester ici. Je suis juste là pour l'aider. Et en attendant, mon compteur, il tourne parce que le chômage, j'en ai que pour 1 an. Et là, il s'est déjà passé 3 mois. Donc, je refuse ce statut de DG. Alors oui, c'est sûrement flatteur, mais enfin flatteur pour ce genre de boîte qui ne me correspond pas, si je ne l'avais pas pris comme Et une puis je valeur. suppose que vous avez comme projet de retrouver du boulot dans Mais votre oui, secteur à vous. ah ben complètement. Donc je lui explique, donc lui, alors lui c'est amusant parce que mon mari étant décédé, comme vous l'avez compris, donc lui me dit, il finit par me persuader d'accepter, alors que c'était déjà calé, hein, tout ça c'était déjà plié, c'était déjà annoncé sur les journaux, et il m'explique en fait j'aimerais, Gersande, que tu acceptes parce que je ne suis ni mariée, j'ai pas d'enfant, et en fait tu es ma seule famille, donc si jamais demain je meurs, il n'y a que toi qui peux reprendre ma boîte, et c'est là où il m'a eu, c'est là Vous où vous il a êtes appuyé sur ma marié? faille. Vous vous êtes marié? Ah non, 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 Ah non, bon. non, j'ai toujours refusé, ce qui a été, heureusement, ça m'a sauvée. Alors, parce que là, on va parler d'enfants. Donc, on se fiance, donc là, on est en septembre, en décembre, je suis DG, On parle de là, et hein, de 2023. 2022. 2022, d'accord. 22, voilà. Donc là, il veut absolument qu'on ait un enfant. Donc, il suit mon ovulation. C'est-à-dire qu'il a lui-même, moi, j'ai jamais suivi mon ovulation. Je suis tellement bien réglée que, voilà. Mais il a, comme toutes les filles, vous savez, une application qui Oh permet de là là, savoir quand ils sont. l'enfer. Ah oui, c'est un bon cinglé quand même. Donc, il suivait tout. Donc, tout le temps, il me disait attention, on arrive à l'ovulation, il faut y aller. J'ai dit ah bon, mais bon, ça arrivera quand ça arrivera. Hein, et il avait réussi à me faire retirer mon stérilet. Bon, je le dis parce que voilà. Alors, réussir à me faire retirer mon stérilet, c'est quand même fort ce que je suis en train de dire, parce qu'il n'a pas mis un revolver sur la tempe pour me l'enlever, mais il a tellement insisté, il a tellement parlé d'amour, comme quoi ce serait formidable, moi qui n'ai jamais réussi à avoir une famille, puis toi non plus, tu comprends, toi qui as perdu ton Ouais, il mari, a on se fait appuyé sur les ensemble. bons boutons. Ah, il a été génial à ce niveau-là, extraordinaire. Donc à chaque fois, je me disais, bah, c'est vrai, après tout, j'ai l'impression que toi qui voulais construire une famille, c'est peut-être le moment. Toi qui Mhm. voulais absolument avoir un troisième enfant, Ouais. c'est les dernières heures de ta La vie où tu peux chance. encore La avoir un enfant. chance. Voilà, et pour vous dire qu'en 15 ans de célibat, mes enfants n'ont jamais appelé mes hommes. D'abord, ils les ont très peu vus, et ensuite, ils n'ont jamais appelé ou pris l'un d'entre eux comme père, si vous voulez. Mais il avait réussi à faire de ma fille qu'il l'appelle papa. Alors, j'ai dit Ah papa, oui. peut-être pas. Donc, j'avais dit, j'accepte Ouais. Daddy, ça c'est Ah oui, il est acceptable, très fort mais quand même, très fort. on peut pas, voilà. Et là, il avait créé un truc comme ça. Et alors, je vais vous le dire, parce que maintenant, il faut quand même qu'on passe à l'action. Oui. On arrive, je suis DG, ok, Passons du parfait. côté sombre de la force, s'il vous Voilà, plaît. maintenant, on passe du côté sombre. Remarquez, ça tombe bien parce que le côté sombre est arrivé à ce moment-là. J'accepte. Donc, il nous réunit en famille et il nous explique à tous les trois
qu'en fait, la crise énergétique, il faut rappeler le contexte, hein, on ne pouvait plus se mettre de l'essence, les factures EDF commençaient à augmenter. Donc là, il appuie sur la faille en disant, écoute, Gersande, mes enfants, enfin les enfants, mes chéris, on vit une crise qui est quand même somptueuse. L'essence, c'est un problème. On ne va pas faire à chaque fois du pari, disons la ville. Hein. C'est pas la ville. La ville est juste à côté. Dreux, comme ça parlera à tout le monde. C'est pas du Paris Dreux. On peut pas se permettre de faire du Paris Dreux tous les jours. Ça va coûter une fortune en essence. En plus, si tant est qu'on ait de l'essence, parce qu'à l'époque, on avait beaucoup de difficultés à se fournir. En plus, les factures d'EDF augmentent, le chauffage c'est pareil. Donc, on va se mettre ensemble à Dreux et on se permettra de faire des économies. Comme ça, tu lâches ton appart, t'évites de dépenser de l'argent. Et puis en mars, ce que j'avais donné comme deadline, que j'acceptais en tant que DG, de rester 3 mois de plus pour mettre au carré son truc, il me dit, et puis en mars, on se reprend un appartement tous ensemble à Paris. Et la maison, dans tout ça? Ah la maison, elle a bien avancé. Ah oui, vous l'habitiez pas, la maison? Vous l'habitiez pas? Non, je l'habitais pas. D'accord. Non, parce Okay. que ma maison est à 2 heures de Paris. D'accord, ok. Très Ma bien. maison est à 2 heures de Paris. Cela dit, je tiens quand même à le dire, durant la partie de ce qu'on appelle le love bombing, il a fait donc le mur, tout sachant que j'avais payé, mais il a fait les grilles de la maison. Il a fait beaucoup de choses qui m'ont impressionné et qui m'ont fait culpabiliser au point que je me suis dit, il faut que tu lui rendes l'appareil. Même si tu as payé les travaux, il a donné beaucoup de son temps, il a donné beaucoup de son énergie, il a fait appel à ses copains. Donc moi, j'avais besoin aussi de rendre l'appareil, je ne savais pas comment y rendre. Donc je donne à ce moment-là mon temps, mon énergie, même gratuitement. Là, pour le coup, je ne demande pas d'argent. Oui, pour sa boîte. De toute façon, il n'y avait pas les moyens de me payer non plus. Du moins, c'est ce que je croyais. Et donc, vous prenez la décision tous donc d'aller habiter là-bas à Dreux? Ouais, je quitte mon appart, l'erreur à ne jamais faire. Ah ouais, là, j'ai fait une erreur monumentale. Ça y est, là, l'horreur. Le piège se referme. Ah, le piège s'est refermé, je ne voyais plus personne. Je ne voyais plus mes amis, je ne voyais plus tous les gens que je côtoyais, qui étaient d'un certain milieu, avec qui je m'éclatais, qui étaient mon équilibre. Là, je me retrouve, mais j'en prends pas conscience. Pourtant, Dieu sait si j'avais mis mon Dreux, c'est sympa en plus, je connais un peu, c'est très sympa. Très, très sympa. Il habite en plus un coin très sympa. Pardonnez-moi, les gens de Dreux, mais c'est vrai que... Sachez-le, je ne suis jamais sortie du lieu dans lequel j'ai travaillé, ni de cette maison qui était évidemment au sein de l'entreprise. Mon meilleur pote y a travaillé pendant 10 ans, donc c'est pour ça que je connais très bien Dreux, et je renaclais à aller le voir, parce que de temps en temps, j'allais déjeuner avec lui. D'ailleurs, il y a quelques petits restos très sympas à Dreux, quand même, mais mon Dieu, putain, c'est... Pardon. Comme vous dites. Oui. Ah oui. Ça m'a échappé. Excusez-moi. Mais ça m'a fait tellement peur, les gens m'ont tellement fait peur que sachez-le, je ne suis jamais sortie du lieu dans lequel je vivais. C'est-à-dire que la maison était au sein de la société, qui faisait à peu près 1 hectare, et je traversais, donc je faisais la maison, mon bureau, la maison, et je n'ai fait que ça pendant 6 mois. Je n'ai vu personne à part les collaborateurs, le bûcheron, et je n'ai rien fait. Je n'ai même pas été ni boire un verre, ni au resto, ni aller faire mes cours, rien. Voilà. Et à la maison, mes enfants, comment ça se passait? Comment ça se passait entre vous deux à la maison? Parce que la semaine, les enfants n'étaient pas là. Ouais, à part ma fille à un moment donné, mais ça c'est encore autre chose. Alors, je vais pas parler de ma fille parce que finalement elle a subi d'autres choses qui étaient... Enfin bon, on verra si on a le temps. Là, les choses ont mal tourné. C'est là où les choses ont commencé à mal tourner. C'est là où la perversion, les mensonges, le chantage affectif, et puis surtout ces colères. Mais c'est pas tant ces colères, c'est pas des colères. Enfin, je les voyais pas tellement comme des colères. Je les voyais comme du chantage. Par exemple, la première chose qu'il a commencé à dire, qui m'a beaucoup étonnée, c'était quand... c'était un peu avant Noël. Je dis tiens, on va faire un petit dîner. Il me dit non, je viens pas. Je dis ah bon, pourquoi? Attends, tous les soirs on dîne ensemble. Non, vous avez pas l'air d'être bien. Ah bon, mais pourquoi on n'a pas l'air d'être bien? Il me dit vous êtes bien ensemble, vous n'avez pas besoin de moi. Ah bon? Il faisait du boudin. Moi j'ai pris ça. Il faisait de la boudinette. Exactement. Pour moi, j'ai pris ça à la légère en me disant c'est du boudin qu'il est en train de nous faire. Il est un peu jaloux de mes enfants et de notre complicité parce que je l'avais déjà remarqué avant dans mes relations. Comme on n'est que 3 depuis 15 ans, je peux comprendre que notre relation, elle est belle. Et je peux comprendre que la relation enfant-parent, ce que j'ai avec mes enfants, on ne le voit pas dans beaucoup de familles. Nous, ça a été notre force, c'est qu'on a toujours créé de la confiance, de l'harmonie, de l'amour et surtout un clan.
C'est-à-dire que même quand ils ont tort, ils sont toujours raison. Je veux dire, par rapport au public, hein. Entre nous, on en parle, on va régler nos comptes entre nous, mais je veux dire, on est très, très solidaires. Voilà, ça a été notre force. Et puis, c'était notre seul moyen de survivre à ce qui nous était arrivé. Donc, je pouvais comprendre éventuellement qu'ils ressentaient peut-être une forme de jalousie. Mais pour moi, c'était du boudin, c'était rien du tout. Mais ça a été la première chose très vite qui s'est mise en place. Et ça a été en fait mon quotidien. Alors, le pire, dans la perversité, qu'est-ce qui s'est passé après? Qu'est-ce qu'il a fait après? Et ça, je l'ai découvert bien après, quand j'ai commencé à rassembler mes enfants en me disant, mais qu'est-ce qui se passe entre nous? Parce qu'avec mes enfants, on n'arrivait plus à s'entendre. C'est-à-dire qu'on était devenus tous les trois très méfiants l'un des autres, les uns des autres. C'est-à-dire qu'en fait, il avait été voir ma fille, qui est comme toutes les filles à cet âge-là, tendre, gentille, rêveuse, princesse. Vous pouvez raconter tout ce qu'elles veulent, tout ce que vous lui voulez, elles vont tout croire. Et donc, il avait réussi à faire parler ma fille pour savoir plus sur moi. Et puis il avait commencé à la manipuler. Oui. Alors la manipuler, ça veut dire quoi? Ça veut dire des choses mauvaises sur ta mère, en disant, tu sais, ta mère, elle t'aime pas autant que tu le prétends. Tu sais, ta mère, elle est pas bonne au travail, ou ta mère, que des choses qui étaient extrêmement négatives, où finalement, à force de l'entendre, ma fille a fini par le croire, en me disant, bah oui, oui, peut-être qu'au fond, ma fille, comme ma mère a pas toujours été sympa avec moi, après tout, pourquoi n'aurait-elle pas été pas sympa non plus avec lui et son entourage? Mhm. C'est-à-dire, on peut se poser, ça amène à poser des questions, si vous voulez. Oui, oui, bah, de toute façon, il n'y a rien de plus facile de manipuler une Ah oui, gamine. oui, oui. Mhm. Et mon fils, bon, mon fils, oui, il a été assez violent, beaucoup de chantage. Par exemple, il l'appelait. Alors mon fils, au départ, il l'aimait beaucoup dans le sens où c'était le fils un peu prodige. Bon, j'ai un fils qui est forcément un peu plus avancé que son âge de par son histoire, et il le voyait comme son futur lui. C'est-à-dire que ça lui a toujours manqué de ne pas avoir de garçon. Et savoir qu'il avait un gars qui avait du répondant, qui était intellectuellement attrayant, qui avait un raisonnement logique, une capacité à réfléchir, pouvait un peu une gerson de bis, c'est-à-dire, bah voilà, parce que voilà un mec qui peut me remplacer, ou qui peut m'aider, ou qui sera mon futur bras droit plus tard. Ouais, il est allé loin quand même, hein. Ouais, ouais, Ça ouais, ne vous a ouais. pas fait flipper, tout ça, là, au bout d'un moment, quand il parlait comme ça à votre fils, quand Mais je même? l'ai pas vu tout ça, ce Ah, que vous je ne vous l'avez dis, pas je le vu? vois parce que Ouais. non, parce que c'est maintenant que je le dis, parce qu'on s'est rassemblés, que j'ai rassemblé tous les SMS pour pouvoir me défendre auprès du juge. Il a fallu que j'imprime tout, que je relise tout, que je puisse amener des réponses pour que je puisse expliquer mon Alors histoire. justement, avançons. Il essaie d'entreprendre votre fille, votre fils, derrière votre Oui, dos. oui. Petit à petit, comment elle se dégrade, cette situation? Comment elle se dégrade? Alors, il faut savoir que j'ai bien travaillé pour lui, donc il se retrouve finalement de l'ombre à la lumière. Donc, c'est devenu. Alors, il faut savoir que j'ai beaucoup de compétences sur la partie digitale, communication, Oui, marketing. oui. Donc, moi, je le valorise. Je fais 2 sites internet. Je fais toute la partie marketing digital, donc tout ce qui est développement de la marque, des produits, de chaque collaborateur, donc tout ce qui est marque employeur, c'est moi qui recrute. Donc je fais une valorisation de son image qui est incroyable. Donc il est passé de l'ombre à la lumière. Et au moment où il comprend l'impact qu'a son image, où on commence à le considérer, où il commence à enfin avoir accès à des patrons qui commencent à regarder alors qu'avant il ne le regardait jamais, Oui. euh, là il commence à prendre ce qu'on appelle, Le on melon. va dire, la grosse tête. Voilà. Voilà. Et à un moment donné, quand il comprend qu'il a une super image de marque, que sa boîte commence, ou les clients commencent à dire waouh, mais quel changement chez vous, quoi. C'est vrai que les clients, je les ai entendus dire, moi j'étais fière, hein. Waouh! Vous savez, le fameux waouh! Ouais, ouais. Le C'est truc génial! américain. Waouh! Ouais, le truc américain, le waouh! C'est vrai que j'avais tout métamorphosé, les bureaux, j'avais tous changé. Par contre, moi, j'étais super fière de moi. Et le retour des clients, pour moi, c'était la plus grande fierté. C'est-à-dire le retour des Bien sûr, clients, vous bien voyez, sûr, bien sûr. c'est top, quoi. Et ben, une fois que tout ça a été mis en place, en parallèle de ça, il avait démonté ma relation avec tout le monde, c'est-à-dire et avec les collaborateurs. Ça avait beaucoup été dégradé. Je sentais qu'il y avait un malaise qui se créait. Je dis pas que j'ai toujours été à droite, attention, hein. Moi, j'ai forcément eu des maladresses. Vous savez, Oui, faire un oui, oui. changement Nul au n'est sein d'une parfait. société. Nul n'est parfait. Voilà. Alors, je tiens à dire que j'ai eu forcément plein de maladresses. Je tiens vraiment à le dire. En plus, j'ai mon franc-parler. Je suis pas du même milieu. J'emploie pas les mêmes langages. J'ai pas les mêmes méthodes. J'ai pas la même culture. Donc, j'ai un petit côté condescendant vis-à-vis de ces gens-là. Donc, Vous là-dessus, pouvez sincèrement, passer pour quelqu'un qui peut mépriser à un moment, mais ça, oui, oui, c'est le oui, oui, choc oui, des oui. cultures. Oui, 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 oui. Je le comprenais très, très bien, ça.
Et le problème, c'est que si vous avez un dirigeant avec vous, donc un président, parce qu'au départ, il était que gérant, hein, il est passé président le jour où il m'a nommé DG, hein, puis sa boîte est passée de SARL à SA, s'il vous plaît. Hein. D'accord. Donc, il est passé en plus de SARL à TS, faut pas que je dise le nom, à un groupe. Donc, il était passé vraiment du petit machin, de la petite Ah ouais, machine dites donc, dans ouais. l'ombre, voilà, à un groupe. Attention. Donc, même les clients étaient en train de dire, waouh, mais vous êtes devenu un groupe, ça se sent, ça se voit. En plus, maintenant, on a enfin des retours, on sait où vont nos pièces, on sait quand est-ce qu'elles vont arriver. Donc, il y avait vraiment une nette amélioration que les clients ont vraiment ressentie. Du coup, là, ça a commencé. Voilà. Et en parallèle de ça, donc lui, il me démonte, parce qu'il ne faut pas oublier son scénario. N'oubliez jamais son scénario d'avance qui a été déjà écrit. Donc l'idée, c'était de se dire, bon, ben, maintenant que je suis devenue roi, je vire la nana, que j'ai pas payée d'ailleurs, pendant tous ces mois qu'elle n'a pas pu faire autre chose. Et puis maintenant, je vais devenir le roi à part entière, à 100%, et je vais pouvoir maintenant m'accaparer toute la maison, belle comme elle est, et je vais gérer ça. Et comme je ne peux pas faire tout seul, parce que finalement, je n'ai pas de compétences dans tous les domaines qu'elle a, cette dame, eh ben, je vais employer un directeur qui, lui, va faire le boss à la place de madame. D'accord. Donc, il va falloir quand même que je paye. Alors, j'ai évidemment fait recruter un gars de mon réseau qui venait de l'aéronautique, qui était prêt à s'engager dans cette aventure. Et moi, je reste hébétée parce que je me dis, tiens, le gars, il est en train de recruter un mec qui, finalement, quelque part, va me remplacer, qui va payer. Vous réalisez ça quand même. Oui, je réalise. Et vous le laissez Mais faire. eh ben, c'est là où les choses tournent mal. C'est là où ma colère commence à arriver sérieusement. C'est là où moi, je commence à être en rage. Là, c'est moi qui arrive en rage. Le jour où il me vire du jour au lendemain, hein, c'est-à-dire du jour au lendemain, je ne suis même pas prévenue, je ne sais même pas pourquoi, je ne comprends même pas. Maintenant, je peux le dire avec le recul, c'est parce que ce jour-là, je déjeune avec tous les collaborateurs sans lui, ce qui était prévu déjà depuis un mois, et de surcroît, ce fameux directeur que lui devait accueillir le matin même, ne serait a du mal à gérer sa relation avec le PDG, donc le fameux bûcheron. Mhm. Et donc ce fameux bûcheron vient me voir en catastrophe, alors que je ne suis pas censée être à l'entreprise, vient me voir en catastrophe à la maison en disant il faut absolument que tu viennes, ça ne passe pas du tout avec le futur directeur, il ne souhaite pas me parler, il m'évite et je n'arrive pas à rentrer en contact avec lui. Or c'est capital parce que c'est aujourd'hui que je décide ou pas de le garder. Et puis, alors il me supplie, il me dit je te demande jamais rien, mais là pour une fois je te demande d'intervenir. Je te demande jamais rien, Bah, il est gonflé quand même. je le vois encore, je vois la scène, je l'ai encore Oh non, mais je te dans ma demande tête. jamais rien quand même. Donc je parle à sa rescousse alors que je suis pas habillée pour, pas du tout préparée, mais bon j'y vais quand même. Et le deuxième facteur qui s'est passé ce jour-là, c'est que ce matin-là, le directeur me dit écoute Gersande, moi je veux bien venir, mais qu'il y a une seule condition, c'est que ce soit toi qui m'accompagne, et je veux que pendant les 3 premiers mois, alors là on est en mai-juin, je veux bien arriver en septembre de façon définitive, mais je veux que pendant 3 mois, ce soit toi qui me prépare. Oui. Parce que moi je me vois pas du tout être avec lui, quoi. On parle Ça d'un passe groupe, pas. Et on puis... parle d'un groupe, hein, donc Ouais. ce poste, il est quand même Ah bah oui, il est sérieux. conséquent. Oui. Ah oui, il est sérieux. Et donc, je lui dis, je suis un peu embêtée parce que il va mal le prendre. Si je lui dis que c'est moi qui assume, je connaissais déjà son ego, là. J'ai commencé à comprendre que son Oui, il va se ego, il fallait sentir pas que je le dépasse, dépossédé. quoi. Voilà, exactement. Et puis, je comprends en fait qu'il n'acceptera pas le boulot si je ne... C'est pas moi qui suis désignée. Donc Voilà. là, c'est un peu la pagaille, c'est le nœud c'est Voilà. le Et nœud. il fait l'erreur. Ouais. Et là, quand il voit que je discute pendant là, ça fait 1 heure et demie qu'on discute, il rentre dans mon bureau, il me fait ouvrir ma fenêtre pour me rendre mes clés de voiture alors qu'on est en pleine discussion avec ce directeur. Bon, je ne dis rien, mais je prends les clés alors que ça n'a aucun intérêt que je reprenne les clés de ma voiture. Mais bon, je sais que c'était encore un moyen de divertir et de me dire quand est-ce que tu me fais rentrer dans ton bureau pour qu'on puisse parler à trois. Mais il me disait quelque chose de grave que je ne pouvais pas l'intégrer dans la conversation. Et il finit par rentrer dans mon bureau en me déposant mon courrier. Et je ne sais pas ce qui m'a prise. Je lui ai dit, mais tu ne peux pas rentrer comme ça dans mon bureau. Et là, je l'ai beaucoup vexé. Parce que non seulement je ne faisais pas intégrer dans la relation que j'avais avec le directeur, mais en plus, ils se sont rejetés. Parce que non seulement je ne l'invite pas, mais en plus, je lui dis, mais tu ne peux pas rentrer dans mon bureau comme ça. Mhm. Tu ne peux pas. Et donc, après, je quitte le directeur, on se met d'accord. Je lui dis, bah, écoutez, je vais essayer de lui en parler. Je déjeune avec les collaborateurs en sachant que lui est tout seul. Et je rentre à 15h avec tous les collaborateurs. Et là je vois bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et le cumul, mais ça je vous le dis avec le recul, moi je n'avais pas compris, hein, mais le cumul entre mon déjeuner toute seule avec les collaborateurs, plus le fait que le directeur était qu'avec moi et qu'à aucun moment ils ont pu se parler, alors là ça a été double trahison pour lui. Double trahison.
Et c'est là qu'ils me disent: «C'est fini, tu repars à Bologne». Bon, j'oublie qu'entre-temps qu'il avait calculé aussi son truc, il avait calculé le fait que Gertrude fallait quand même qu'Amandine elle parte parce qu'elle prend un peu trop de place et du coup moi redeviens dans l'ombre. Certes, aux yeux des clients je suis le meilleur, mais les gens commencent à savoir que Gertrude y est pour quelque chose et puis il faudrait quand même peut-être pas qu'elle commence à reprendre ma place ou qu'elle prenne ma place parce que même si elle ne le souhaite pas, parce que moi je ne cherche qu'une chose, c'est de repartir à Paris, hein, même si elle ne le souhaite pas, les gens vont la mettre à ma place. Donc, il faut qu'elle disparaisse. Donc, il loue un appartement donc, dans la même rue où j'étais avant. Comme ça, je ne peux pas dire non. Enfin, j'imagine que je ne pouvais pas dire non. Voilà. Donc, il me prend cet appartement en me faisant passer pour un logement de fonction pour nous deux et qui nous permettrait de travailler ensemble pour la suite des événements parce qu'il faut quand même développer l'entreprise au-delà de Dreux et plutôt commencer un petit peu à attaquer le marché parisien. Sans quoi je dis oui, pourquoi pas, mais ça il me dit qu'après, hein, il me dit qu'après. Et c'est là où je vis c'est là où je rentre dans un matraquage psychologique qui devient démoniaque. Parce qu'il faut bien comprendre que dans la mesure où je suis virée, pas officiellement, hein, je suis juste virée physiquement, lui il me voit pas tous les jours. Toute la journée, il est en train de travailler dans sa boîte. Donc, à un moment donné, il faut bien qu'il ne peut pas être à la fois avec ses collaborateurs et les reconquérir, et en même temps avec Gerson, qui peut-être peut avoir un homme, peut-être peut trouver un travail. Vous voyez. Et là, il devient fou. Et c'est là où il devient fou. Là, quand je parle de folie, là, j'ai Ça commencé à se chercher. traduit comment, cette Alors, folie-là, à ce moment-là? la folie, alors ça, j'étais bête de ne pas prendre des témoignages. Par exemple, tous les soirs, il venait me chercher. Jamais. Alors, c'est difficile encore pour moi d'en parler parce que j'ai encore j'ai encore pas tout assimilé. Mais par exemple, il m'invitait, bon, on était tous les soirs au restaurant, mais il m'invitait au restaurant et il buvait 2 bouteilles de vin. Alors j'ai oublié de dire qu'il y avait l'alcool dans notre histoire. Hein. J'ai toujours eu l'alcool, hein. Énormément d'alcool. C'est quelqu'un qui buvait énormément. En fait, quand je dis énormément, en fait, je ne savais pas qu'il buvait autant. Il buvait en cachette et devant moi. Donc devant moi, comme j'étais comme quelqu'un qui essayait d'avoir une hygiène de vie correcte, c'est quelqu'un qui buvait une bouteille tous les soirs. Mais en fait, j'ai découvert qu'après, qu'il en buvait d'autres. Oui, oui. Entre-temps. Donc je comprenais un peu pourquoi il avait des excès qui se faisaient un peu partir en live. Et par exemple, je me souviens de 2 soirs. Le premier soir, on va au restaurant. C'est quelqu'un qui peut se mettre à parler très très fort, à m'insulter. Hein. Quand je parle d'insultes, c'est pas les insultes au sens dégradant, c'est-à-dire c'est pas salope, connasse. Oui, oui, oui. Non, c'est Des c'est plus subtil. oui, ce sont des critiques, mais dites à haute voix. Voilà, ce sont des critiques, exactement. Et à tel point que les serveurs vont plus venir vous voir parce qu'ils ont peur. Ils vous regardent en disant, mais on fait quoi? Est-ce qu'on intervient? On appelle la police? Il se passe quoi? Et moi, je reste très stoïque. C'est-à-dire que je sais que quand on a affaire à quelqu'un qui est très, très énervé, faut rien dire. Mmh. Faut rester de marbre. Et puis à un moment donné, il se calme. Et en général, il faut attendre 2 heures pour qu'il se calme, et ça n'a pas loupé. Au bout de 2 heures, il s'est calmé. Et Est-ce c'est qu'il là où il a commencé. s'excuse? Non, jamais. Alors, par rapport à ce qu'on a pu dire dans d'autres profils, on dit toujours qu'il s'excuse. Oui, oui. Non, c'est fini. Il y a jamais eu d'excuse. Il y en a eu une seule fois. Une seule fois, c'est que le jour où il me vire, je lui dis, c'est inconcevable que tu aies pu faire ça, en sachant que j'avais travaillé fort et que tu es en train de casser une machine qui est en train de vachement bien fonctionner. C'est délirant et je ne peux pas te pardonner de ton acte. Et j'ai dit, il faut que tu m'en ailles. Non seulement je m'en vais, mais je te quitte. Là, je veux plus voir mon nom à côté du tien. C'est-à-dire que j'étais arrivée, et ça je vous le dis calmement, mais je l'avais dit avec une grande rage. Hein, là, toute ma colère était sortie. Et ce qu'il a retenu, et ce que je retiens de ce que j'avais dit ce jour-là, c'est je ne veux plus jamais voir mon nom aux côtés du tien. Pour moi, il m'avait humiliée, une humiliation telle que je ne pouvais pas plus accepter de voir mon nom à côté du sien. C'était inconcevable. DG, à côté, mon nom de DG, dans tous les sites internet, sur numérique, voir son nom à côté du mien, c'était fini. C'était terminé. Là, l'humiliation est arrivée à un tel niveau que c'était plus concevable. Je vous parle pas de l'essentiel parce que, au final, c'est très difficile pour moi d'expliquer ce qui est. Et c'est vrai que c'est ce qui m'a manqué dans ma plainte Mais la et le fait plainte, donc justement, parce qu'il nous reste peu de temps, Alors, la plainte, donc, vous la portez à quel moment et pourquoi? Alors, donc pendant 2 mois, en fait, il essaie de m'enlever en fait mon cerveau. Il me cervelle, hein, mais je suis assez résistante et il comprend qu'en fait, à un moment donné, je vais partir.
Je veux dire, il se rend compte qu'il devient débile et il se rend compte qu'en fait, je suis Oui, vous pas êtes sur le départ. maîtrisable. Oui, oui. Oui, je suis plus. Il y a un moment donné où moi, je crois que dans mon concept intérieur, je crois qu'il y a un seuil que je suis plus capable de descendre en dessous. Oui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ma barrière, elle est là. Et c'est peut-être ce qui m'a fait sortir de cette histoire plus vite que d'autres, parce que les autres, elles ont duré 10 ans, hein, mais elles ont fini à l'hôpital, elles sont malades ou elles sont mortes d'un cancer. Hein. Je voudrais quand même le préciser, ça. Avant moi, Ou il y a eu des morts. suicidé. Hein. Oui. Alors, je ne le sais pas. Je ne sais pas. Si, J'ai si, pas ben, été il y en a. chercher jusque-là. Mais très certainement, je ne serais pas surprise. En tout cas, mal au point, c'est sûr. Mais moi, il y a un moment donné, avec mes tragédies, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire de bonnes dans cette histoire, c'est que toutes les tragédies ou les difficultés qu'on a dans la vie, ça vous fait mettre quand même des seuils de tolérance à un moment donné où vous ne voulez plus descendre en dessous. Et moi, j'étais arrivée à un tel seuil, par exemple, le soir du fameux restaurant, je décide de ne pas monter en voiture avec lui parce qu'il est dangereux, il a beaucoup bu. Et en Mhm. plus, il est extrêmement agressif. Donc, je décide de rentrer à pied. Bon, je suis à 1 kilomètre du restaurant, donc tout va bien. Et il m'enferme au point que je ne peux pas rentrer dans l'appartement. Donc, il est hors de question que je reste dehors. J'ai un minimum de décence pour Oui. moi-même. J'appelle les flics, hein. Ah, j'appelle les flics. Je sais qu'il est bourré. J'ai appelé les flics. J'ai dit, écoutez, j'ai une matraque dans ma voiture. J'ai deux solutions, on habite au rez-de-chaussée. J'ai deux solutions, je vous préviens, comme ça au moins vous êtes au courant. C'est soit je casse la fenêtre avec ma matraque, soit vous m'aidez à ouvrir la porte. De Mais chez dans les moi. deux cas, ce soir, je dors chez moi. Ben oui, normal. Voilà. Donc les flics arrivent. Euh, comme je savais, comme je commençais à connaître un peu le personnage, en fait, il avait fermé les clés. Mais au moment où les flics sont arrivés, parce que ça arrive avec les gyrophares, ça fait du bruit, ça Il a parle ouvert. dehors. Mhm. Voilà. Donc du coup, lui, il a vite retiré les clés. Et assez rapidement, je me suis rendu compte que je pourrais réouvrir de nouveau la porte. Donc les flics sont arrivés. Quelle intelligence! C'est là où je vous dis que ces gars-là sont vraiment. Alors ils sont pas intelligents, hein, faut le savoir, parce que les gens pensent qu'ils sont brillants, ce n'est pas vrai. Hein. Ils sont très brillants dans leur expertise de manipulation. Mhm. Au-delà de cela, ce ne sont pas des gens brillants. S'ils étaient brillants, ils auraient réussi. Aujourd'hui, on parlerait d'eux. Ils seraient Steve Jobs, ils seraient Elon Musk, ou tout simplement des grands patrons qu'on peut entendre aujourd'hui ici et là, mais ils ne seraient pas aujourd'hui au fin fond d'un trou, en train de désespérer. Non, non, ce ne Déjà, sont il serait pas pas des à gens 3 intelligents. litres. Déjà, il serait pas à 3 litres de Déjà, pinard par jour. déjà. Et puis, tout ce qui serait beau dans leur vie, ils les accueilleraient à grands bras ouverts, ce qui n'est pas le Mhm. cas chez eux. Ils sont dans l'autodestruction. Hein. Comprenez bien qu'ils sont vraiment dans un vide abyssal, qu'ils ont besoin de se remplir, mais comme n'arrivent pas à se remplir, ils ne comprennent pas en fait que c'est eux le problème. Et nous, on essaie d'apporter des solutions, mais en fait, on aura beau amener énormément de solutions, À on perte. ne remplira pas exactement ça à perte. Et ils ne Mhm. se rendent pas compte de la valeur qu'on leur apporte. Ils ne se rendent pas compte. Donc, du coup, Ils la sont des cons. plainte, Jassandre. La- Alors, la plainte. La plainte, donc un jour je décide de partir, mais sauf qu'il faut savoir que toutes mes affaires sont toujours à Dreux. Ma voiture est toujours à Dreux. Donc ce jour-là, je décide de récupérer ma voiture et mes affaires. Je le préviens. Et quand j'arrive, alors faut savoir, imaginez-vous, hein, je suis donc à Paris, il faut que je prenne le RER que je prends jamais. Donc 1 heure et quart, 1 heure et demie pour arriver à Dreux. De Dreux, il faut que je prenne un Uber qui n'existe pas. Donc je prends un taxi pour arriver jusqu'à Taxi de son brousse. entreprise. Exactement. Donc il s'est passé 1 heure et demie, 2 heures, et j'arrive et je découvre une immense pelleteuse qui couvre l'ensemble du portail de la maison. Donc je ne peux pas rentrer. Ça va que je suis très fine. J'ai pu m'immiscer tant bien que mal entre la pelleteuse et le portail, mais je veux dire, ça n'a pas été simple. Et combien de même, lorsque j'ai ouvert le portail, il faut savoir que ce sont des murs clos. Comment sortir ma voiture, comment sortir mes affaires, comment rentrer chez moi. Et alors Impossible. là, impossible. Et là, je commence à découvrir. En fait, ce jour-là, j'ai pris conscience qu'il s'est passé quelque chose où là, on était dans deux mondes parallèles. Moi, je suis là pour construire, je suis là pour créer. Peut-être que je le fais maladroitement, peut-être que j'ai pas été la meilleure, c'est probable. Mais bon, en même temps, j'étais un peu seule dans mon histoire. Euh, donc j'avais peut-être mes torts. J'insiste sur le fait que j'ai peut-être pas forcément été à droite. Peut-être que j'ai déclenché des colères chez cet homme. Peut-être que j'ai pas fait ce qu'il voulait. Peut-être que j'avais aussi des choses qui n'ont pas correspondu à ses attentes. Oui, mais ça, Toujours ce ne est-il. sont pas des erreurs. La vie, ça n'est pas s'exécuter dès que le sultan lève un petit doigt, quoi. C'est pas. On est d'accord, mais n'empêche que je ne veux pas tout mettre sur son dos, c'est ça que je veux dire. Mhm. N'empêche que je me retrouve devant cette pelleteuse et je suis en état de sidération dans le sens où il me faut un quart d'heure, où je me dis, mais en fait, on n'est pas du tout dans la même histoire. Mais moi, j'ai juste un gars qui va juste pas bien. Dans ma tête, avant de voir cette pelleteuse, je me dis, c'est juste un gars qui va pas bien, qui est en Ouais. mal Enfin, en tout d'amour, cas, on a juste un c'est problème de inquiétant. couple. C'est inquiétant d'agir comme ça quand on est
même un homme responsable, directeur d'un groupe, enfin, mettre une pelleteuse pour Mais oui, vous mais là, empêcher de prendre vos affaires, c'est... exactement. Et là, je me dis, en fait, on n'est pas du tout dans la même histoire. En fait, ce gars-là m'en veut, il veut me nuire. C'est là où je prends conscience qu'en Oui, fait, il a l'intention de me nuire. Et non seulement il en a l'intention, mais il le fait. Et là, je me dis, je suis en grand danger et je n'avais même pas conscience du danger dans lequel j'étais. Et là, je me dis, je suis dans un monde complètement parallèle au sien. Et en fait, j'ai ressenti, t'es plus dans un problème de couple, là, t'es juste dans un problème de malade. Alors, malade, j'aime pas dire ce mot-là parce que ça veut rien dire. Mais je suis avec un, là, je vais nommer un mot parce que c'est mon idée, c'est ma perception, pour avoir étudié tous les profils. Avec un PN, vous jouez aux dames. Avec un psychiatre, vous jouez au jeu d'échecs. C'est à ça que j'ai eu affaire. Vous voyez, vous voulez que je mette des mots? Ben, je mets des mots. Un psychopathe veut jouer au jeu d'échecs. Et croyez-moi, c'est redoutable. Redoutable. Alors, c'est lui faire beaucoup de fleurs que de dire ça, mais son intelligence, elle n'est placée que là-dessus, que sur sa capacité à jouer à un jeu d'échecs avec brio. Mais je me démonte pas. Au bout d'un quart d'heure, je reprends mes esprits et je me dis non, 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 non. Il y a toujours eu des solutions dans ma vie. Je vais bien en trouver une. Il y a bien une faille dans cette maison pour que je puisse dégager. En plus, il y a un 4x4. Et je me dis, avec mon 4x4, si je descends le mur, d'abord, je vais y arriver. Ok, je risque d'écraser quelques passants au passage sur le trottoir. Mais je me dis, je peux démonter ce mur. Il y a bien un endroit où je peux passer ma voiture quelque part. C'est pas possible. Et je me dis, tant pis pour ma voiture, mais elle est suffisamment solide pour qu'elle traverse un mur. Donc, j'y vais. Et avant de faire ça, je me dis, fais quand même le tour du jardin, il y a bien une faille quelque part. Et je finis par trouver une faille, effectivement, il y a tout un endroit où il y a un grillage. Alors, je précise, j'avais pas d'outils, hein. J'avais juste des couteaux et des fourchettes. C'est tout ce que j'avais. J'avais même pas une paire de ciseaux. Mais avec mes mains, je finis par démonter le grillage. Et je me dis, même s'il y a le mur qui est là, même s'il y a deux barrières là, tant pis si j'abîme ma voiture de chaque côté, mais je passe. Et c'est tout ce qui compte. Donc, je finis et par démonter. vos affaires, vous les avez Alors, récupérées? attendez, je démonte le grillage. J'ai mis 2 heures à démonter le grillage, hein, comme avec mes petites mains, en sachant qu'il y avait plein de roseaux, tout ça. J'enfourne tout ce que je peux enfourner dans ma voiture. Heureusement, j'avais une grosse voiture, enfin, j'ai toujours d'ailleurs une grosse voiture, donc j'ai enfourné tout ce qui était prioritaire dans ma voiture pour les enfants notamment. Et je décide de partir, en sachant que tout était quand même sous vidéosurveillance. Donc je me dis, bon, avec un peu de chance, dans l'angle mort, il ne verra pas trop. Donc j'ai évité les angles. Je passe le grillage. Finalement, je ne crève pas mes voitures et je n'abîme pas ma voiture. Je finis par sortir de l'entreprise et je décide d'aller à sa rencontre. Mon fils est avec moi. Hein. J'ai oublié de le dire, mais mon fils est avec moi. Je finis par l'appeler pour lui dire, non, je n'envoie que des SMS en disant, je pars à ta rencontre. Lui pense que je viens en Uber parce qu'il est toujours convaincu que je suis bloquée à la maison. Je lui dis ouais, je viens en Uber. Bref, bon, je passe les détails, on y va. 2 heures se passent parce qu'il habite à 2 heures de Paris, donc à 2 heures également de l'entreprise. Et j'arrive, il est 22h30. Voilà. Il est très alcoolisé. Il nous accueille, on dîne. Quand j'arrive, je vois bien qu'il est très très contrarié. Au-delà de l'alcool, il est très contrarié. Je sens, et ma petite voix me le dit, en fait, encore une fois, elle m'a échappé. Encore une fois, elle n'a pas mordu l'hameçon. Il voit Je la sens, en voiture, de fait, toute façon, il voit votre fils, il voit la voiture, donc ah bah oui, je le préviens, au moment où j'arrive, je dis, je te préviens, je suis pas en Uber, je suis avec et mon fils et ma voiture. Et je sens un agacement et un Et énervement. pourquoi vous allez à sa rencontre? Je ne comprends pas. Parce que je veux comprendre pourquoi cet homme me veut du mal. Moi, je ne sais pas ce que c'est que les gens qui vont pas bien. Moi, je n'ai vécu qu'avec des gens qui vont plutôt bien, hein, de manière générale. Hein. Mhm. J'ai besoin de comprendre où est mon tort là-dedans. En quoi je suis coupable de cette relation si néfaste? Quelle est ma part de responsabilité là-dedans? Si je dois apprendre quelque chose de moi qui a été mauvais, il faut que tu le rectifies. Ou alors, si c'est lui qui est mauvais, ne rencontre plus jamais ce genre de personnage et apprends de ce qui t'arrive Alors, pour ne plus jamais il nous revivre reste ça. 13 minutes, donc il faut qu'on aille droit au but. Donc du coup, vous le voyez, il est alcoolisé, il est très contrarié. Voilà. Il me plaque contre le mur, il me soulève, je sens son agacement, mais il y a mon fils. On finit par dîner, mon fils va se coucher donc en dehors de la maison puisqu'il a un abri là-bas dans le fond du jardin. Et là, c'est là où le démonologie arrive, c'est là où alors, habituellement, on a toujours on avait commencé à avoir nos petites habitudes, donc on va se doucher, et puis on va se coucher, et puis on fait ce qu'on a à faire. Là, dès le bas des escaliers, c'est là où sa rage débarque. Et là, moi, je ferme les yeux et je me dis, laisse-toi embarquer, Gerson, de toute façon, tu ne vas pas avoir le choix, c'est Hercule, il va faire ce qu'il veut de toi. N'imagine même pas de te défendre, sinon tu vas avoir encore plus mal. Et c'est là où, en fait, il enlève tous mes vêtements, qui me fait monter petit à petit jusque dans la chambre. C'est là où il me plaque dans le lit. Et c'est là où, Il vous où viole.
Ah bah là oui, clairement, puis c'est un viol qui est alors là, je ne savais pas ce qu'était le viol au sens, littéral du terme, c'est-à-dire vraiment comme un inconnu qui vous chope dans la rue. Je ne savais pas ce que c'était. Je vous assure que c'est Ça très s'appelle le douloureux viol physiquement. conjugal. Ah ben là, on est vraiment en tout cas, je sais pas s'il était conjugal ce soir parce que autant j'ai pu me faire violer d'un point de vue conjugal, ça oui, je l'accepte. Là, pour moi, on n'est même plus on n'est plus dans le conjugal, là. Bah, si, on est quand même dans le conjugal, mais c'est un viol. Et ben c'est pas perçu comme ça, figurez-vous, parce que là, donc, et ce qui a fait qu'en fait j'ai été portée plainte, c'est parce que il me force, il prend ma jambe en fait avec ses deux mains, et en fait je hurle de douleur. Je hurle de douleur pas que pour ça d'ailleurs, mais essentiellement pour ça, c'est que ses 10 doigts sont restés noirs de bleu sur ma cuisse. Et Et le lendemain, malgré ça, la plainte a été classée. C'est dingue. ouais, c'est dingue, c'est dingue. Et donc le lendemain, je dors très profondément parce que alors je le dis parce que c'est vrai. Enfin, je veux dire dans le sens où il faut que les gens le comprennent. Mon vagin est en feu, hein. Mhm. J'ai un vagin que je c'est terrible, hein. C'est très douloureux, hein. Dans un état, c'est pour ça que je parle de viol. Je, il est dans un état que j'avais Toutes jamais les de femmes ma qui vie. vous écoutent comprendront exactement de quoi vous parlez. Ok, ben écoutez, moi c'est la première Non, fois que mais j'avais vécu ça. je pense que toute femme qui vous écoute ce soir peut imaginer un rapport non consenti et violent. Ah bah, c'est vraiment on est dedans, hein. Moi Ben oui. là pour moi, il y a viol. Non seulement il y a viol, mais en plus il y a maltraitance parce que il me fait douloureusement mal Ouais, au point d'avoir ces 10 doigts dans de bleu, hein, de bleu. oui, Donc le lendemain, je me lève. Alors, je me suis levée très très tard parce que tout ça, ça m'a énormément épuisée. Je lui demande des réponses à mes questions. Donc lui, il me dit, bah, c'est parce que je t'aime, c'est parce que c'est mon côté animal. Je dis, ah, d'accord, ok, d'accord. Et pourquoi la pelleteuse? Mais parce que je craignais qu'on vole, qu'on vienne voler ton 4x4. bien sûr. Pauvre 4x4 qui a 20 ans. Enfin, n'importe quoi. Et le lendemain, donc je repars. Alors oui, je voulais quand même vous le dire. Donc, bref, on se couche. À 4 heures du matin, il me relève pour me dire, dis-moi, je voudrais quand même te rappeler, j'ai remarqué que dans ton portable, parce que j'ai oublié de vous dire aussi au passage qu'il fouillait toutes mes affaires, mon portable, mon ordinateur, je n'avais jamais de code. Chez moi, on fait toujours confiance, donc voilà. Mhm. Et il m'avait dit que sa photo n'était sa photo de profil n'était plus sur mon iPhone et que je l'avais même plus mis en favori, ce qui était le cas, hein. On pensait que depuis cette histoire, j'avais plus du tout envie de le savoir sur mon iPhone. Et donc, il m'a dit, j'aimerais que tu le remettes. Mais j'étais tellement folle de rage. Alors là, pour le coup, là où j'étais en colère, là, je me suis levée et là, j'ai dit, tu ne m'exigeras plus jamais rien de moi. Tu ne peux pas me demander de mettre ton visage sur mon iPhone, de te mettre dans mes favoris après tout ce qui s'est passé. Il est hors des questions. Et d'ailleurs, pour ce que tu viens de me faire en me levant à 4 heures du matin, je m'en vais. Je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais. Et là, j'ai eu affaire à un agneau, à un petit enfant, en fait. J'ai eu affaire à un petit enfant. Je vais vous le dire ce qu'il a fait. Donc, je suis allée me préparer. J'ai pris ma petite valise. J'ai remis tout dans ma voiture. Me voilà partie, prête à partir. Et lui, il arrive. Je vous mens pas. Il arrive avec son, vous savez, le spray pour glace, pour vitres, pour essuyer les vitres, pour les nettoyer. Il arrive avec son chiffon, avec son truc de glace. Il essuie mes phares de voiture. Il me dit, attends, avant de partir, je voudrais être sûr que tu vois bien sur la route. Mais vous réveillez votre fils aussi, non? Qui dort? Non, mon fils, je l'ai fait partir le lendemain. Parce que quand j'ai vu ce qui m'était arrivé cette nuit, je ne voulais pas que mon fils ni le Soit sache, témoin ni de le ça. voie, D'accord. rien. Donc, je lui ai fait prendre un pari de là où on était. De là où on était plutôt pour Paris, pour je veux pas qu'il soit mêlé à ça. Je ne sais pas ce qui va se passer de ma journée. Je veux absolument qu'il se retire tout de suite de là où on était. Donc c'est pour vous dire que ce gars-là, il est déconcertant parce que il me réveille en pleine nuit pour me demander de mettre sa photo sur sur mon iPhone et et de l'autre côté, il va essayer. Donc vous êtes allé porter plainte le lendemain. Oui, le lendemain, lundi, j'arrive et je me dis, il y a quelque chose qui va vraiment pas dans cette relation. Maintenant, il faut que tu te protèges, Gerson. Il s'agit même plus de te battre, il s'agit juste de te protéger. Il s'agit même pas de partir, il s'agit juste de te protéger. Mais vous Protéger a-t-il toi et tes enfants. menacé? Vous a-t-il menacé? La menace, elle se fait quand il vous demande de démissionner. Parce que là, il me demande de démissionner, il prend conscience qu'en fait, je suis capable, alors je vous dis ça avec le recul, hein, que je suis capable en fait de le sortir de sa boîte, hein, parce que j'avais tout pouvoir, hein, j'étais mandataire, hein, donc j'avais autant de pouvoir que lui, à peu de choses près.
Donc lui, il pouvait me révoquer, tout comme moi, je pouvais le révoquer. Et là, il exige de sa part que je puisse démissionner en faisant un protocole d'accord, dont je n'étais pas du tout au courant d'ailleurs, des détails, de rester dans l'appartement jusqu'au mois d'octobre, donc le 28, c'est-à-dire il y a 3-4 jours. Sans quoi je signe, parce qu'à un moment donné, je me dis, quitte à ce qu'on arrête, je veux bien signer l'arrêt de mort de notre couple. Mais il a mis beaucoup de temps. Donc la menace, il n'y a jamais eu de menace, je vais te tuer. En fait, pour lui, me tuer, c'était m'enlever ma finance. Il savait très bien que mon chômage allait s'arrêter justement le 28 octobre, comme par hasard. Donc, si vous voulez, la menace, le chantage, tout ça, c'est fait surtout sur la partie économique. Il savait que j'allais me soumettre. Il savait que j'étais capable, que je pouvais être éventuellement en pleine soumission, à le supplier de revenir à moi si je n'avais plus d'argent. Donc du coup, comme il nous reste très peu de temps aujourd'hui, au moment où on se parle, on est le 8 octobre. Eh ben, je vis toujours dans son appartement avec novembre. un procureur, le 8 novembre. Le 7, pardon. Le 7, la décision a été portée que non, bah là, je suis plus dans la légalité, on va dire, de vivre dans cet appartement, mais je continue à y rester parce qu'après tout, on est en France, quitte à abuser des lois, et ben, il me semble qu'on est en trêve hivernale, donc je vais essayer de m'en sortir et essayer de trouver du travail au plus Le vite temps de possible. vous reconstruire un peu, oui. Le temps de me reconstruire un peu et d'être un petit peu au calme, si tant est que je le suis, puisque maintenant, monsieur est libre et il fait ce qu'il veut. Oui, parce qu'il peut débarquer du jour au lendemain chez... Ah bah oui, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. La seule chose qu'il a comme épée Damoclès, c'est qu'il ne faudrait pas que je reporte une deuxième fois plainte pour coups et blessures, ou violence, ou viol, ou je ne sais quoi. Hein. Voilà. Là, ça ferait. Voilà. Donc, il était en garde à vue tout le week-end. Ouais. Il est sorti donc depuis hier matin. Alors, je ne sais pas si j'en saurai plus demain, mais a priori, je pense qu'il est plutôt sorti hier soir. Mais comme j'ai eu que des nouvelles ce matin, il n'a pas essayé de prendre contact avec vous, ou il a interdiction de prendre contact avec vous? Non, il n'a aucune interdiction, fait ce qu'il veut. Non, il fait absolument ce qu'il veut. Je n'ai plus de nouvelles de lui le jour où il a appris que j'avais porté plainte, c'est-à-dire il y a 2 mois. Il y a 2 mois, quand il a appris que j'avais porté plainte contre lui, là, il s'est dit, waouh, si je commence à continuer à la harceler comme il a toujours fait tous les jours, donc, ça allait s'aggraver. Donc lui, je pense que c'est ça qui l'a sauvé aussi, c'est que pendant 2 mois, il a attendu en fait qu'il soit convoqué parce qu'il savait qu'il y avait une plainte contre lui et qu'il s'est dit, si j'arrête pas tout de suite net, voilà. Après, il y a un deuxième facteur, c'est qu'il a fait aussi une séance radio dans l'espoir que je vienne courir en lui disant, viens mon chéri, attention, ils sont pas fous quand même. Donc, et ces 2 choses n'ont pas fonctionné. Toujours est-il qu'aujourd'hui, il est pour l'instant ce qu'on appelle classé sans suite. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va faire? Je ne sais pas ce qu'il va faire, mais si j'étais à sa place, je continuerais la procédure d'expulsion. Ou alors je viendrais me harceler d'ici 2-3 jours pour dire Gerson, tu dégages, parce que moi, mine de rien, j'en ai marre de payer cet appartement. Oui, il peut faire ce qu'il veut. La seule chose, c'est qu'il sera, comme il a peur de la justice, comme tous ces profils-là ont peur de la justice, c'est qu'il ne sera pas assez bête. Ouais, ils ont peur de la justice. Pas tous, mais visiblement, lui a un peu peur, visiblement. Oui. En plus, j'ai une facilité parce que j'ai vécu comme dans un milieu où tout le monde portait l'uniforme chez moi. Donc, je sais qu'ils ne sont pas là contre vous. Ils ne font pas forcément leur job comme on aimerait qu'ils fassent leur job. Mais bon, c'est le système qui veut ça. Mais je veux dire, ce sont des gens qui font leur métier honorablement et avec conviction. Donc, en tout cas, pour conclure, Gersande, aujourd'hui, c'est un redémarrage à 0 pour vous. Ouais. Un nouveau départ. Ouais, on peut le dire comme ça. J'aime pas trop dire nouveau départ parce que pour moi, ça reste quand même une histoire qui doit vous apprendre beaucoup sur soi et qui doit vous rendre un peu plus forte et vous éviter de tomber dans les griffes d'un fou furieux. Vous n'y retournerez pas, Gersande? J'espère pas, mais vous savez, j'en ai vu d'autres qui sont repartis. Mais ça veut dire que vous n'en êtes pas sûr, là, au moment où je vous pose cette question? Je suis sûre que je ne retournerai pas avec un autre, ça c'est sûr. Non, mais moi, je vous parle de lui. Ah, de lui. Ah, il est fascinant, vous savez. Oui, vous m'inquiétez un peu quand même. Non, j'ai la force. Je pense que j'ai la force j'aurai la force, pas forcément pour moi, mais je le ferai au moins pour mes enfants. J'ai la force de savoir qu'il ne faut pas que j'aille là. Mais... Je pense qu'avec ce que vous avez vécu là, depuis le début de cette histoire, oui, pensez bien à vos enfants. Parce que je ne vous sens pas encore complètement sorti d'affaire.
Ah ben non, je peux vous le dire autrement. Si j'avais pas eu d'enfant, oui, oui. Bah par exemple, quand ce matin j'ai su que il était libéré, je me suis dit bon, de toute façon la justice ça va pas faire grand chose. Je vais quand même pas dépenser tout l'argent du monde pour les avocats, les nourrir, pour finalement une justice qui va être longue, très lente et avec très peu de résultats, voire pas de résultats du tout. Donc la seule solution que j'ai, moi, c'est d'aller négocier avec lui parce que j'ai des choses qui l'intéressent et lui, il a des choses qui l'intéressent. Donc même s'il n'est pas intelligent, on peut peut-être trouver un accord qui nous permettrait de nous sortir honorablement de cette situation. J'aimerais en sortir de cette situation. Là, le fait qu'on puisse plus communiquer et qu'en plus il y a eu cette plainte et qu'on m'ait laissé en plus lui faire déclencher cette rage, parce que là il doit être forcément très en colère, le fait que j'ai puisse faire subir 2 jours de garde à vue, c'est quand même pas rigolo de la garde à Ah vue. mais Hein. c'est pas rien, non? 2 jours en Bon, plus, c'est pas rien. c'est traumatisant. Enfin, j'imagine que c'est extrêmement inconfortable, traumatisant. Enfin, on peut imaginer tout ce qu'on veut, bien que lui soit capable de tout endosser, mais ça reste un homme, ça reste quand même un homme sorcier, il faut quand même pas l'oublier. Donc, je me dis que on m'a laissé toute seule maintenant face à ce mec-là, à qui j'ai fait vivre quelque chose qui a forcément déclenché une colère chez lui. Maintenant, comment je vais réparer ça? Voilà. Bah, en tout cas, c'est la fin de l'émission et merci pour votre témoignage extrêmement intéressant. Je n'ai pas vu le temps passer, mais c'est tout ce que je vous souhaite, c'est que, bien évidemment, vous Je ayez... vais rebondir. Ouais, et de rebondir ailleurs et sans lui, parce que... Ce serait mieux. Ça n'est pas que ça serait mieux, c'est que si vous y retournez, ça sera... pour retrouver exactement la même chose, le pire. Oui, donc n'oubliez pas. Et puis un conseil, réécoutez la conversation que nous avons eue ce soir. Elle vous éclairera encore plus sur je pense, les mots que vous mettez sur cette histoire quand vous êtes détendu et en sécurité comme vous l'étiez ce soir en échangeant avec moi. Croyez-moi, moi, c'est moi qui vous remercie en tout cas. Et puis courage à vous et encore une fois, pensez à vos enfants. Bonsoir, je Votre émission a fait beaucoup de bien en tout cas. Merci à vous Olivier, passez une bonne soirée. Au revoir. Au revoir.